Salut Steven, Salut Thomas. comment tu vas? Eh ben écoute, en pleine forme pour faire cet épisode avec toi. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça me fait vraiment plaisir de faire ça, ce petit exercice avec toi aujourd'hui. Avec grand plaisir. Écoute, je vais te présenter rapidement Steven. Donc, on reçoit Steven des Abreu. J'espère encore une fois que j'écorche pas ton nom. L'objectif aujourd'hui, c'est qu'on vient de discuter de ton parcours d'investisseur et tu rentres comme je t'expliquais juste avant en off, de ma playlist de parcours d'investisseur où l'idée c'est d'expliquer un petit peu le parcours de quelqu'un qui est devenu libre financièrement, comment tu as fait. Parce que voilà, je pense que le titre, il ressemblera à ça, mais tu es passé de 0 à 30 lots en 2 ans. Et quand tu m'as Ouais. dit ça, moi forcément, j'ai ouvert les grands yeux, j'ai ouvert la bouche, pardon, et j'ai un peu bavé. Et je me suis dit, bon, il va falloir qu'il nous explique ça concrètement sur le podcast. Parce que pour la petite histoire, on s'est rencontrés quand toi, tu m'as interviewé. Et voilà, je pense qu'on en parlera en fin d'épisode. On va faire des interviews on va sortir des interviews à peu près au même moment. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être super intéressant que tu viennes nous raconter ça sur le podcast. Ouais, Donc, bien sûr. pour démarrer, Steven, est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire qui tu es avant qu'on rentre dans le vif du Ouais, sujet de ton parcours? bien sûr. Bah, Steven, comme tu l'as dit, j'ai 34 ans aujourd'hui, le temps passe. Et aujourd'hui, mon activité principale, c'est chef d'entreprise et investisseur immobilier. Donc, j'ai une entreprise Real Life Formation dans laquelle on accompagne les particuliers à investir dans l'immobilier et plus particulièrement notre grosse spécialité, parce que c'est ce que je fais, on va en venir justement, que de la location courte durée, style Airbnb, Booking, dans les logements atypiques principalement. Donc ça, c'est mon activité, on va dire, professionnelle qui me remplit mes journées. Et en parallèle de ça, j'investis en immobilier un petit peu. Mais j'ai commencé par ça avant de monter ma boîte, évidemment. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ces Mhm. deux activités qui remplissent mes journées. Et puis avant, non, j'ai eu une autre carrière. J'ai fait 10 ans dans la cardiologie, donc tu vois, rien à voir, que j'ai tout plaqué, tout arrêté en 2019. Maintenant, ça fait 6 ans pour me consacrer d'abord à l'immobilier. J'ai fait 2 à 3 ans d'immobilier pur avant même d'avoir mon entreprise de formation. Et c'est arrivé après mon entreprise de formation, une fois que j'avais justement ces fameux 30 lots, où j'ai commencé à faire des choses un peu intéressantes. Et pour la petite histoire, quand j'étais en cardio avant, j'étais maître de conférence, j'enseignais l'anatomie et la cardiologie à l'université de Caen. Donc en fait, je suis formateur et enseignant, maître de conf de métier, entre guillemets. Donc c'est Ouais, pour ça que tout naturellement, après avoir investi pendant 2 3 ans dans l'IMO, j'ai eu tu as envie voulu d'en... transmettre. Et puis bah automatiquement, au début, j'ai cherché un petit peu, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme entreprise, etc. Et c'est comme ça, en fait, un peu naturellement, qu'est arrivé le monde de la transmission de connaissances, etc. Et aujourd'hui, on fait même pas de formation, on fait que de l'accompagnement one-one avec nos élèves pour les aider à investir, tout simplement. Ok. Du coup, je trouve la première chose qui m'interpelle, tu vois, sur ton parcours, c'est tu fais 10 ans de médecine et finalement, t'exerces pas. Enfin, moi, je suis pas calé en études de médecine, je sais que c'est long. Mais du coup, quand tu me dis que tu as fait 10 ans d'études en cardio, c'est-à-dire, enfin, tu as été diplômé cardio au bout de 10 ans, c'est ça? Ouais, c'est 10 ans d'études, c'est long. J'ai soutenu mon doctorat, donc j'ai ma thèse, j'ai soutenu mon doctorat, et Ok. pour la petite Donc, t'es histoire, docteur. j'ai mon doctorat, ouais, j'ai mon doctorat, j'ai le Ouais. diplôme là, mais tu le retrouveras partout sur les réseaux, les gens le demandent, donc, sinon tu peux le retrouver sur Internet, tout simplement. Mais j'ai passé mon doctorat. De toute façon, si tu veux être enseignant, il faut le doctorat, c'est obligatoire. Donc, j'ai passé mon doctorat le 19 décembre 2019, même précisément, si tu veux tout savoir. Et j'avais commencé à investir, on va revenir dessus justement, parce que je pense que c'est ce qui intéresse un petit peu tes auditeurs, et c'est le sujet d'aujourd'hui. Parce que tu vas voir que j'ai acheté mon premier immeuble avant d'avoir ma thèse. J'ai commencé en étant entre guillemets étudiant, enfin thésard, c'est pas vraiment étudiant. Et j'ai tout plaqué, j'ai passé ma thèse, j'ai soutenu. Et le jour du jury de thèse, lorsqu'on me donne ma thèse, on me demande un petit peu ce que je vais faire, où je vais postuler, est-ce que je travaille pour le Centre spatial français, j'étais cardio pour le Centre spatial. Et c'est là que j'ai annoncé que j'arrêtais tout, que je vais me donnais 5 ans. J'avais déjà un immeuble qui venait d'être acheté il y a 4 mois, il fallait que je continue de le rénover. Maintenant que j'ai le diplôme en poche, je le gardais de côté, le taf était fait, je me donne 5 ans pour voir ce que j'ai dans les tripes en invest. Je pensais pas trop à l'entrepreneuriat à l'époque. Et puis tu vois, ça fait 6 ans et du coup, j'ai jamais fait marche arrière. Donc j'ai coffré le doctorat et je m'en suis pas servi. Donc, tu vas voir qu'il m'a servi à lever mon premier prêt bancaire, mais Ok. officiellement, et je l'ai pas utilisé dans la vie de tous les jours. Ok, je trouve ça c'est assez surprenant quand même comme trajectoire de carrière parce que tu dis quand tu fais 10 ans d'études, Ouais. normalement tu exerces un peu pour voir ce que ça donne et toi, bon, bah, tu es parti direct sur. Alors, enfin, bon, après, promis aux auditeurs, après on va parler d'IMO, mais c'est vrai que ça m'intrigue un peu.
du coup, pourquoi tu n'as pas commencé avant de finir? Est-ce que tu voulais vraiment finir, en fait, clôturer le chapitre et te dire: «J'ai mon doctorat au cas où si ça marche pas et puis voilà, moi je pourrais être docteur»? C'était ta démarche ou tu vois, je me pose la Bah, question de pourquoi tu as pas commencé l'IMO du coup avant? Bah, c'est une bonne question. Bah, en fait, si tu veux, pareil, je vais aller très très vite pour qu'on parle d'IMO, mais je viens pas d'un monde où on fait de l'IMO. Donc mes parents, ils ont leur maison, tu sais, classique, mais ils ont pas d'investissement, Mmh. ils sont pas entrepreneurs. Donc en fait, je connaissais pas le monde de l'investissement. C'est quelque chose qui m'était complètement inconnu. Donc je baignais pas dedans. J'avais pas d'amis qui faisaient ça. Donc si tu veux, bah, c'est comme tout dans la vie. Quand t'as personne qui t'en parle, ça ne vient pas forcément à l'esprit. Donc je pensais pas à ça. Et puis pour plein de petits déclics perso durant ma thèse en 2018. Je fais un peu le point sur moi-même, puis tu sais, tu t'approches dangereusement de la trentaine. Donc, tu as tes amis qui ont arrêté les études avant, donc qui commencent à avoir une vie active, qui commencent à avoir des salaires, qui peuvent se payer des vacances. Moi, ça commençait comme ça, vraiment le truc, tout le monde, tu vois. Mmh. T'es le seul gars de ton groupe qui est du même âge, mais qui a pas vraiment de revenus, parce que quand t'es en thèse, bah, t'as un salaire de doctorant, donc tu gagnes 1300, avec, j'étais enseignant à côté en avenant au début, donc ça te gonfle un peu, 1600, 1700, mais bon, ça va pas chercher bien loin, quoi. Et en fait, c'est par déclic perso, je me dis, mais attends, on est en 2018, et je me dis, tiens, ça serait bien que j'essaye enfin de bâtir quelque chose, parce que finalement, bah, j'ai rien, j'ai pas de boulot, c'est normal, je suis aux études, j'avais perdu ma meuf de l'époque, donc pas de nana, j'ai pas d'appart, parce qu'en fait, je te dis pour la petite histoire, je travaillais pour le Centre spatial français, le CNES et l'ESA, l'Agence spatiale européenne, donc en fait, je suivais les astronautes pour partir faire un vol dans l'ISS, et on les préparait à aller dans l'ISS, on les récupérait après, et on faisait des manips comme ça tout le temps. Donc en fait, j'allais de centre spatiaux en centre spatiaux, donc j'étais jamais en France, donc j'avais même pas de logement, quand je rentre en France, je prenais des Airbnb, enfin tu vois, donc j'avais vraiment une instabilité de vie. Et au final, je me suis dit à un moment, j'ai 27 ans à l'époque, et je me dis, mais en fait, j'ai rien. Bah, peut-être que je peux peut-être acheter un petit appart, même pas pour moi, pour louer, et puis au moins dans 25 ans, tu vois, j'aurai un truc à moi. Et ça a commencé comme ça, par déclic un peu de voir les autres bouger et pas moi. Et puis là, j'ai commencé à regarder un petit peu sur Internet comment on fait, je connaissais que dalle. Et là, j'ai commencé à voir le mot cash flow, machin. Je me suis dit, mais attends, j'ai l'impression que c'est pas du tout ce que je pense. Je peux peut-être faire autre chose que d'acheter un simple appart, et puis le loyer va se rembourser, le prêt, et puis voilà. Et puis, bah, tu vois bien, là, tout est commencé comme ça. Donc, c'était 2018, le temps que je m'éduque, que je travaille, que je me forme, je suis formé à la fiscalité, etc. Et bah, le premier achat, tu vois, je suis devenu officiellement propriétaire de mon premier immeuble en août 2019. Tu vois, ça m'a pris un an quasiment, temps d'avoir les toits. OK. Tu connais, hein, le temps de mindset changer un petit peu, casser tes rouages, ça Mmh. prenait beaucoup de temps. Et puis c'est là, je me suis dit, bah, je vais attendre la fin de ma thèse, je vais signer mon CDI, puis au moins je serai plus tranquille. Et puis tu vois, j'ai même pas tenu, parce que je me suis dit, mais en fait, je peux plus attendre. Je me sentais prêt, et je me suis dit, mais non, Tu voulais faire de l'IMO, ouais. je vais galérer, mais 6 mois, 8 mois, c'est une éternité. Tu sais, quand tu sais, t'as le feu en toi, t'as envie d'y aller, t'es prêt, tu te sens, et Mmh. ah non, je vais attendre. Et puis finalement, j'ai pas attendu. Ça l'a fait, ça a été dur, mais ça l'a fait. C'est pour ça que je suis tombé comme ça dedans. Et puis, t'as posé une question qui est intéressante, et je finirai là-dessus rapidement. Tu dis, c'est vrai qu'après 10 ans, t'as pas envie de voir un peu ce que ça donne. Bah, j'ai déjà vu, en fait, parce que j'ai travaillé 4 ans pour Centre Spatial, c'est eux qui m'ont payé ma thèse. Mmh. Donc pendant 4 ans, t'es sur le terrain, tu sais, c'est plus des études, les 4 dernières années, c'est pas des études. Ouais, c'est comme si, ouais, Tu sais, en fait, tu t'embauches tous les jours au labo, tu vas, on faisait nos manips, nos patients, enfin, tu vois, il y a pas mmh. vraiment de différence. Donc c'est juste que t'es pas titulaire. Donc si tu veux, j'ai eu cet échantillon quand même pendant 4 ans, donc je sais ce que Ouais, c'est. donc tu as pu voir quand même. Voilà, je suis parti un an à la DLR à Cologne, pour ceux qui connaissent, dans les labos, plongée piscine sur les modules de l'ISS. Je les ai suivis partout, j'ai fait les steaks, j'ai fait partout, j'ai fait beaucoup de vols paraboliques avec Thomas Mérignac. Donc j'ai fait beaucoup de choses, on est passé dans C'est pas sorcier, on a fait énormément de choses en 4 ans, j'ai fait plus de 140 heures d'enseignement à la fac. Donc si tu veux, j'ai eu quand même un bon avant-goût de ce qui m'attendait. C'est Et beau tu t'es sur dit non. et t'as plein d'à côté, tu vois, tu passes ton temps à Mmh. quémander de l'argent, un peu comme un investisseur, tu me diras, mais tu passes ton temps à quémander de l'argent pour tes projets, pour tes recherches, tu fais des demandes, tu travailles sur l'humain, donc il faut les autorisations de Pierre, de Paul, de toutes les sécurités, de tout ce que tu veux, donc ça prend 3 ans. Et en fait, j'avais ce sentiment de dire, ok, tu veux faire un truc, et c'est ça qui m'a fait arrêter pour, entre guillemets, entreprendre des choses pour moi, c'est que là, t'as envie, t'es plein d'idées, t'es plein de projets, mais t'es quasiment pieds et poings liés. Tu dois dépendre de plein de choses, de plein d'autorités. Ouais, tu as un millefeuille administratif, tu as des normes, des machins. Bon, ça, c'est Et en fait, tellement tu de passes 40 ans de carrière à avoir fait 3 projets. Tu vois, t'as une frustration. Enfin, moi, perso, je mmh. l'ai fait comme ça. Donc, j'ai vu ce que c'était. Donc, t'as des bons côtés. Mais t'as tous les autres mauvais côtés qui, finalement, quand t'es immergé dedans et puis que t'as passé le waouh, je suis avec les astronautes, ils sont tous en face de moi. Oui, mais bon, quand ça fait 4 ans que tu travailles avec eux tous les matins à 8 heures, tu vois plus du même œil. Tu vois ce que je veux dire? Et là, la vraie vie qui te rattrape, hein, la vraie routine de tout le monde, au final, elle arrive dans tous les jobs. Ben, ça devenait trop prenant. Tu vois, je pouvais pas faire ce que je voulais, en fait. Et j'ai commencé l'IMO comme ça. J'ai fait mon premier immeuble au mois d'août. Et là, à toute petite échelle, hein,
Je me suis dit, mais attends, je peux gérer, je peux prendre l'artisan, si j'ai envie de diviser, je le fais, si j'ai envie de faire ce type de projet, je fais ce que je veux, tu vois. Et puis, tu sais, concrètement, Hmm. la différence, ça peut aller relativement vite. Je vois les avant-après tout de suite de ce que je suis en train de faire, l'impact que vont avoir et que ont mes décisions. Et là, je suis, C'est plus ah, concret, voilà. Et là, plus j'ai rapide, essayé plus concret. tu vas prendre un peu de sens, à me faire piquer un peu par le truc, hein, tu connais. Une fois que tu en as fait un, tu as le malheur d'en avoir fait un. Souvent, si tu es mordu par le truc, tu t'arrêtes plus. Et c'est parti comme ça. Et c'est pour ça que j'ai quand même passé le doctorat parce que bah, tu t'imagines bien, à faire avaler ça à ta famille et tout, c'est compliqué quand même. Donc, Ouais, j'imagine, ils ont dû ouvrir des grands yeux, quoi. Ça y est, mon fils est cardiologue. Ah ben non, non, il plaque tout. Il va faire de l'IMO. donc c'est compliqué, surtout que mes deux meilleurs potes ont aussi fait la même chose que moi. Donc tu vois, c'est un peu compliqué, mais bon, faut y aller, quoi. Donc j'ai quand même passé ma thèse, histoire de me verrouiller. Puis tu sais, je n'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui. Je me dis, au cas où, tu vois, au cas où ça marche pas comme Hmm. au début, au moins je l'ai. Oui, t'as quand même cette belle bouée de. Voilà, au cas où, t'as quand même. Voilà, t'as quelque chose, quoi. Logiquement, j'avais ça en roue de secours, entre guillemets. Donc ça s'est fait comme ça. Ok. Du coup, si on en vient à ton premier projet, donc de août Oui, 2019, exactement. t'as commencé par quoi? Parce que, bon, là, je vais avoir plein de questions, mais les premières qui me viennent en tête, donc déjà, c'est quelle typologie de bien tu as choisi? Et surtout, la première question, je pense que beaucoup de monde se pose, c'est quand tu es thésard, comment tu as eu ton financement? Bonne question. Alors, c'est un immeuble de rapport, directement le premier. Ok, J'ai acheté direct, ok. des immeubles de rapport. J'ai jamais acheté, même là, à l'heure actuelle où je te parle, je possède pas d'appartement limité. J'achète Ça, jamais c'est d'appartement. marrant, tu vois, tu fais partie de ces gens qui ont tout de suite sauté dans, qui ont sauté dans le grand bain. Et tu vois, moi, c'est un truc que j'ai pas tendance à recommander, tu vois. Alors peut-être à tort, hein, mais moi j'ai toujours tendance à dire commence par un appart, vois si ça te plaît et ensuite tu vas plus grand. Mais je reconnais et je constate que beaucoup de gens qui sont passés sur le podcast et qui sont sur cette playlist, ils ont fait que de l'immeuble de rapport. Alors certains ont commencé par un T2 et puis ensuite ont enchaîné sur des immeubles, mais je pense que c'est la meilleure manière d'aller quand même plus vite. Après, Ça bien va sûr, plus avec vite. le Ça, c'est risque qui va avec, l'énergie, le temps que ça bien demande sûr. en plus. Après, tu vois, moi aussi, pour faire beaucoup d'accompagnement, ta vision tient la route. La vision de faire de l'immeuble en premier tient la route. Et j'ai envie de dire, en fait, ça dépend vachement de la personnalité Mais c'est ce que la j'allais dire, personne. ça dépend beaucoup de la personne. Ouais. Donc moi, je recommande, je pourrais même pas forcément dire, ah, l'immeuble c'est mieux. Oui, c'est bien, t'es monopropriétaire, ça va plus vite, tu coffres plus de cash flow, ça accélère la machine. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas parce que c'est mieux que c'est plus adapté à tout le monde. Il y a des gens, ils ont moins confiance en eux, ils ont moins, tu vois, ils peuvent porter moins de charge mentale sur leurs épaules que certains. Mais c'est Hmm. faux sur un appart. Au contraire, fais grossir ta capacité émotionnelle et de charge de travail, et tu te remercieras d'avoir commencé par un petit pour ensuite finir gros. Donc, moi, Hmm. il n'y a pas de mauvaise solution. Ce qu'il faut, c'est se lancer. Tu te lances à la Ouais, haute. y aller. Moi, je recommande ni l'un ni l'autre. C'est pour ça qu'on fait de l'ultra personnalisé. C'est toi, qu'est-ce qui te correspond? Si tu te sens pas, après, faut être réaliste, tu vois. Il faut être bien prêt, bien formé. Si tu l'as et que tu as les épaules psychologiques pour partir sur un immeuble, oui, pars sur un immeuble. Franchement, ça va plus vite. Mais si Hmm. tu les as pas, fais-toi la main, fais-toi la... Parce qu'au final, quand on dit se faire la main, foncièrement, c'est quoi? C'est de faire la confiance, en réalité. Fais Hmm. confiance, parce que c'est pas plus compliqué d'en faire un. Mais c'est surtout, moi ce que je dis surtout quand je recommande plutôt d'aller sur un T2 plutôt que sur un immeuble, c'est je me dis, quand tu fais des erreurs sur un appart, ça coûte moins cher que sur un immeuble. Tu vois ce que je veux dire? C'est que quand tu essuies les plâtres je sais pas, sur des erreurs, sur les travaux, les artisans, la négociation, la banque, enfin bref, tu fais toutes les milliers d'étapes qui peuvent être complexes dans l'IMO. Chaque erreur peut coûter cher. Et je me dis, quand tu commences avec un appart à 100 ou 150 000, bon, bah, si tu as fait une erreur à 10 000, alors que si tu es sur un immeuble à 400 000, l'erreur, elle vaudra peut-être 50 ou 100 000. Tu vois. Enfin, Ouais, non, mais j'extrapole peut-être un peu, tu vois. non, mais je vois ce que Mais tu veux dire. Mais d'où l'avantage d'être aussi bien préparé et d'être potentiellement bien accompagné pour éviter ces erreurs à 200, 300, 400, 40 000. Il faut éviter de les faire. Ouais, c'est sûr que ça peut coûter cher. Mais en tout cas, moi, je faisais partie de la team. J'avais faim. ouais, Et, team immeuble. ouais. Mais à l'époque, j'avais en tout. Non, maintenant, c'est vrai que c'est tellement mélangé dans ma tête. Mais à l'époque, j'avais pas cette notion de la monopropriété, c'est mieux. Ça va aller plus vite. Tu sais, moi, j'étais juste en mode, il faut que j'envoie, en fait. Il faut que j'envoie. Moi, j'ai eu un Hmm. cerveau qui m'a très longtemps touché. Et si je suis très transparent avec toi aujourd'hui dans cette interview, et c'est le but, ça me touche encore un peu. J'ai l'impression d'avoir commencé trop tard, trop vieux. Donc, je cours toujours Hmm. après cette sensation. Alors, on a tous cette impression-là, hein, je te rassure. Moi, le nombre d'abonnés qui viennent me voir en me disant oh, j'ai 30 ans, mais si j'avais commencé à 25, ça aurait tellement changé. Ou ceux qui ont 40, même 50, ah, mais si j'avais su. Enfin,
Moi, je pense que, c'est une expression peut-être un peu bête de dire ça, mais tu vois, le meilleur moment pour investir, c'était hier, le deuxième, c'est aujourd'hui, et quel que soit le truc, en fait. Et mieux vaut commencer maintenant, tard, vieux, 30, 40, 50 ans, plutôt que de continuer à se lamenter sur le passé, de rien faire, en fait. Il n'y a pas d'âge. Moi, je le dis pas dans ce sens parce que il n'y a pas d'âge. Je me dis pas, ah, j'aurais su, j'aurais commencé à 25 ans. Non, parce qu'à 25 ans, j'avais peut-être pas la même capacité à raisonner, j'étais peut-être pas aussi posé, j'étais peut-être pas aussi mûr et j'aurais peut-être pas réussi à faire ce que j'ai fait en commençant à 28. J'ai pas ce regret-là, mais du coup, je vois mon horloge, entre guillemets, biologique qui tourne. Et c'est plutôt bizarre. J'ai pas atteint mon niveau financier que j'aimerais avoir, donc faut que j'aille vite. C'est pas en mode, ah, j'aurais su, j'aurais commencé à 20 ans. Non, bah c'est que dès si tu refais le monde, je suis assez d'accord avec toi. Le meilleur moment, c'est de te lancer dès que tu te sens prêt. Et je peux te dire un truc super intéressant, c'est que aussi, le fait d'avoir un peu la frustration, tu sais, de se dire ok machin, ça te donne aussi un peu des ailes en fait, ça te donne plus d'énergie, plus de motivation que tu n'aurais peut-être pas eu à 25 ans, parce qu'à 25 ans, tu es dans un autre état d'esprit, peut-être que tu es encore en train de faire des études, peut-être que tu viens de te lancer dans un travail, tu profites de tes premiers salaires, tu voyages plus. Et moi, j'ai beau avoir regretté aussi de m'être lancé à 30 ans, mais en réalité, quand j'avais 20, 25, 20, je pensais qu'à une chose, c'était voyager et sortir. Mais en réalité, et ben en fait non, ma vie je l'ai kiffé comme ça et chaque chose en son temps en réalité, donc je pense qu'il faut pas se regretter ni se lamenter quoi. Non, faut pas regretter, je pense. Bah ouais, et puis tu sais, ça vient beaucoup aujourd'hui, je pense, avec ça, mais moi aussi je le remarque, et tout comme toi, il y a beaucoup de gens qui regrettent ça, commencer plus tôt, mais ça vient aussi, tu sais, c'est les réseaux sociaux. Si tu regardes les réseaux, ça fait culpabiliser. T'as l'impression que tout le monde est riche à 20 ans, t'as l'impression que tout le monde pète, tout le monde gagne des millions, et là t'es là en mode, attends, moi j'ai 30 ans, je gagne pas ça. Mais en réalité, c'est un peu bullshit. Quand tu creuses, t'as 99% des gens qui gagnent pas ce que vraiment pensent qu'ils gagnent, qui n'ont pas le lifestyle que tu penses qu'ils ont. Moi, j'en apprends tous les jours avec le réseau que j'ai aujourd'hui. Des fois, je tombe dehors en me disant, putain, mais lui, c'est que ça, en fait. Alors que t'as pas l'impression, tu vois, que vu d'extérieur, t'as l'impression que wow, c'est chaud. C'est pas chaud du tout, en fait. Donc, il y a aussi ça qui renforce souvent ce sentiment, tu sais, de te réduire, de, ah, je suis nul, je suis pas bon, je vais pas assez vite. Ça, c'est, pour moi, un piège d'investisseur énorme, c'est de se comparer aux autres. C'est mortel. C'est mortel pour la croissance. Pour moi. C'est vraiment la pire des choses à ne pas, surtout pas faire. Du coup, si on revient sur ton premier immeuble, le financement, comment tu as fait? Premier immeuble, achat, comme ça je te donne tous les chiffres directement, je le négocie 75 000 euros d'achat. C'est un immeuble de 5 appartements, 240 mètres carrés, j'ai révisé un peu avant de commencer quand même. Et, alors c'est dans quelle ville? Parce que moi quand j'entends 75 000 euros pour... Dans le Maine-et-Loire, je tourne moi entre une heure d'Angers. Moi je suis à Angers, j'ai fait mes études à Angers. Okay. Donc on est aux alentours d'une heure d'Angers, j'investis toujours dans mon secteur parce que je le connais, je le maîtrise, il fonctionne très bien, c'est les bords de Loire, les châteaux de la Loire, ça fonctionne très très bien pour du Airbnb à l'année, tout le temps. Donc moi c'est vraiment une zone où j'ai une force de frappe rapide, j'ai mon réseau. Donc pour l'instant je me diversifie autour, mais je reste quand même dans un cercle restreint, entre guillemets. Donc 75 000, c'est une ville, pour te donner un ordre d'idée, t'es environ à 1800 euros, 2000 euros du mètre carré, un petit 2000 euros du mètre carré. Donc complètement dans son jus. Donc 75 d'achat, 150 000 euros de travaux à peu près, parce que forcément t'as le double de travaux d'achat, hein. Forcément à ce prix-là c'est qu'il est pas beau. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Ah ouais, non, là t'as rien à garder, même la toiture est un peu à refaire, t'as les planches à refaire, enfin vraiment tu gardes 4 murs et c'est tout. Et financement, j'étais au Crédit Agricole à l'époque, une banque de famille, tu vois, depuis que je suis tout petit. Ça ne me finance pas. Évidemment. Alors, déjà, tu connais maintenant avec toi aussi l'expérience, déjà financer le double de travaux que de prix d'achat. Déjà, qu'en temps normal, c'est compliqué. Ça fait peur, ouais. Là, en fait, si tu veux, en termes de situation, j'étais en doctorat. Donc, en doctorat, t'es quand même pas comme un étudiant. T'as quand même un contrat, un avenant doctoral, ce qu'on appelle. Donc, j'ai un contrat doctoral, donc qui n'est pas assimilé ni CDD ni CDI. C'est vraiment un contrat. Pour mes 4 ans de thèse, il a une durée de fin. Donc, on va dire qu'on assimile ça plutôt à un CDD, entre guillemets. Je te dis, avec les enseignements que je faisais à côté, je devais être entre 1006 et 1007 net pour moi, à peu près. Mais j'ai quand même le statut d'étudiant, j'ai pas un boulot fixe, tu vois. Donc c'est la guerre, je te la fais courte, mais je suis obligé de présenter ça en résidence principale parce que sinon ça va être chaud. Et là du coup, juste pour revenir sur le truc, tu le présentes comme un investissement tout seul en nom propre? Tout seul non propre, ouais, pardon, j'achète non propre.
je suis tout seul, j'ai pas d'associé, j'ai personne. Ouais. Parce que je te dis, ma famille ne vient pas de ce monde-là. Pourtant, j'ai 2 frères et une sœur aussi. Mais c'est pas leur monde. Donc, si tu veux, moi, ils me prennent pour un fou. Bah, tiens, t'es le premier, toi. Qu'est-ce que tu fais à acheter de l'IMO? D'ailleurs, on n'a jamais vu ça. Donc, j'achète tout seul, je fonce tout seul, nom propre, évidemment. Je monte pas de société, de SCI, pas du tout. J'en suis pas rendu là. Donc, nom propre, je vais le démarcher en nom propre. Voilà, je vais prendre 5 apparts, je vais en garder un pour moi et les autres, je vais les mettre en locatif. Et puis voilà, c'est un peu difficile à avaler parce que si tu veux, moi, je suis à côté d'Angers. Je fais mes 6 premières années d'études à Angers et ensuite je bouge d'Angers pour aller dans les centres spatiaux. Donc, je suis plus à Angers. Donc, je suis pas basé à Angers, je suis basé en Normandie. Et du coup, RP à Angers, alors que tu bosses en Normandie, c'est un peu compliqué à faire avaler. Mais faut avoir une belle histoire à raconter là. Voilà, c'est ma ville d'origine, le bien est là où je demande, donc bon, ça passe un peu. Je fais, alors je suis peut-être à 1 ou 2 banques près, mais en gros, je crois que c'est la 19e banque qui me dit oui. Je prends 18 refus. Ah ouais. Parce que quand même. En fait. Bah, j'ai 20 000 balles de côté à peu près, tu vois bien, sur un livret A classique que j'ai mis un peu de côté. Pendant que j'étais en thèse, je suis souvent en déplacement, donc j'étais un peu logé, nourri, blanchi gratuitement. Donc ça m'a permis de coffrer un petit peu. Parce que tu sais, avant, j'avais une voiture, mes parents, c'est une éducation. Voilà, mon père est ouvrier à l'usine et puis ma mère, elle a élevé, on est 4 enfants, donc elle n'a pas travaillé depuis ma naissance. Donc, manquait de rien, mais ils pouvaient pas me payer mon scooter, ma moto, mon permis, ma voiture. Donc tout ça, c'est moi qui l'ai acheté. Donc dès que j'avais un peu d'économie, bah j'avais acheté ma voiture, j'avais acheté ce genre de choses. Donc tu sais, j'avais jamais, tu gagnais 10-15 000, tu mettais de côté avec les boulots d'été, puis bah tu partais dans la bagnole. Ça repartait, ouais. Donc là, j'avais réussi à mettre 20-25 000 euros de côté pendant ma thèse à chaque fois que j'étais en mission. Ce qui m'ont bien servi, hein. Mais du coup, tu vois, j'avais pas un apport non plus gigantesque, je voulais pas tout mettre, puis bah pas de situation, quoi. Donc, et puis encore étudiant, donc toutes les banques, c'était la même chose, bah revenez dans 6 mois quand vous êtes diplômé, là, il n'y a pas de problème, on vous dit oui. Bah oui, mais les 17 banques, 18 banques m'ont dit ça. Et moi, c'est maintenant que je veux que vous me fassiez confiance. Je suis à 6 mois de finir ma thèse. Moi, ce que je veux, c'est que vous me fassiez confiance maintenant. Mais c'est pas passé. Crédit Agricole, tout Crédit Mutuel, Caisse d'épargne, tout le monde m'a mis des murs. Et puis la BNP Paribas, banque où je ne suis pas du tout, hein, totalement nouvelle, j'y vais. J'ai accès à la directrice par pure chance, parce qu'à l'époque, je savais pas qu'il fallait spécialement demander directeur, je savais pas, tu vois. Et la directrice m'entretient. Ça se passe bien, mais bon, hein, comme d'habitude, tu connais, bon, on va voir, on va discuter, on vous redira. Et là, elle m'appelle peut-être 1 semaine, 2 semaines après, pour me dire, bah, écoutez, monsieur Dabreux, on va vous suivre. On va vous suivre parce qu'à la BNP Paribas, ici, on a beaucoup de médecins, d'avocats, dentistes. On sait ce que ça donne comme portefeuille de boulot après. Donc, en fait, on va vous faire confiance. On va miser sur votre future carrière, entre guillemets, pour vous acquérir. Alors, vous déplacez tous vos comptes du Crédit Agricole, vous partez tout, vous videz tout, vous venez chez nous. Oui, mais ça, j'imagine. C'est de bonne guerre. Et on vous finance. 200, à l'époque, je lève 221, 222 000, enfin 110%. En plus, on était en 2019, donc ouais. À 1%. Avec un bon taux, j'imagine. En vrai, pas tant que ça par rapport à l'époque, parce que en fait, j'avais pas les reins solides. Donc, je crois que je signe à. Mais ouais, t'étais pas en position de négocier pour le taux, quoi. J'étais pas en position de force, donc, mais c'était ok. Maintenant, je retourne. Oui, mais au moins, tu as eu ton financement, quoi. Et du coup, est-ce que tu confirmes cette théorie que je rabâche sur le podcast sur l'immobilier, que finalement, avoir son financement, ce n'est pas une question de banque, ce n'est pas une question d'agence, c'est qu'une question de personne? Ah, mais évidemment. Question d'interlocuteur. On a beaucoup trop de croyances limitantes sur le financement. Moi, aujourd'hui, je fais passer des centaines de dossiers d'élèves de tout ce que tu veux. Les gens n'ont pas forcément la case du CDI, les gens n'ont pas forcément la case de la RP, j'ai déjà, ou j'ai déjà le CDI avec le bon salaire, ou j'ai si... Non. Par contre, il faut trouver la bonne personne, le bon interlocuteur, quelqu'un qui soit ouvert à l'investissement immobilier. Alors, il y a une partie... Qu'elle comprend. Faut qu'elle comprenne. Moi, je dis toujours, une banque, obtenir un prêt, c'est 50-50. 50% les chiffres, parce que c'est une réalité, évidemment. C'est dommage avec ta 0 centime de côté, à un moment, ça peut pas marcher. Et c'est 50% toi, ta personnalité, ton projet et l'interlocuteur qui est en face. S'il comprend, s'il a la fibre et que tu l'emmènes dans l'histoire avec toi parce qu'il croit au projet et que c'est intéressant et que ça marche, c'est bon. Et puis, il y a des fois, ça marche pas. Et comme tu le dis, c'est pas banque dépendant. Tu vois, je te prends un exemple. Le Crédit Mutuel de ma ville de naissance ne me suit pas, me déteste, jamais ils ont me suivi, ils m'ont mis des murs à chaque fois que j'ai demandé. Et aujourd'hui, ma banque qui me finance le plus, elle a dû me financer presque 2 millions, c'est le Crédit Mutuel à Angers. À 50 bornes du Crédit Mutuel qui veut pas de moi. Ouais, j'imagine c'est quand même fou, quoi. Donc tu dis que c'est pas du tout une politique c'est pas une politique de boîte, c'est vraiment une question d'interlocuteur qui a compris. Et c'est là aussi je trouve que c'est difficile parce que les conseillers bancaires,
il y a quand même un beau jeu de chaises musicales, tu vois. Bien sûr. Et moi, ça m'est arrivé, bah voilà, quand on est arrivé, nous, à Avignon, on a eu une super interlocutrice au Crédit Agricole. Elle nous a suivis les yeux fermés sur le projet, c'était nickel. Et puis 2 ans après, quand on a voulu faire notre projet un peu plus complexe de RP rentable, bon, bah, elle était partie, elle avait monté en grade. Et là, au Crédit Agricole, bah, personne n'a suivi. Bah, Plus personne, il n'y avait plus personne. Ah non, non, c'est trop compliqué, on vous suit pas, machin. Et c'est frustrant parce que moi je me dis je reste avec eux, mais en fait non, j'ai dû partir parce que en fait juste parce que j'ai eu un nouveau conseiller bancaire. Ouais, mais ça m'est déjà arrivé aussi où tu as un directeur d'agence qui part, le directeur était super enclin à faire de l'invest, et puis tu as l'autre qui arrive qui est anti-invest, puis alors moi je te cache pas, je fais de l'Airbnb, donc il y en a, ils aiment à peu près le patrimonial, mais alors Airbnb, c'est même pas la peine de leur Ouais, pour eux c'est et là, tu as des murs, tu as des portes qui se ferment, mais c'est pas grave, une porte qui se ferme chez quelqu'un, tu as forcément ils quelqu'un d'autre perdent un client. il faut le trouver, il faut juste le trouver en fait. Ça existe. Yes. Donc du coup ça c'était le premier projet, donc tu refais tout j'imagine. On fait tout 1 an de travaux, donc tu vois, il sort en mi-2020, on finit à 200, je te dis 220, 225 000 euros de travaux, 5 appartes, donc financé à 110%, 3 ans de différé avec la BNP, un taux pas de ouf, 1,30, 1,35 ou 1,40, je sais plus, mais bon, ça va, tu vois. Et puis voilà, bon, il m'arrive des petites galères, machin, mais rien de bien ouf, ça se déroule bien. Et puis voilà. Tu le mets en exploitation au bout d'un an? Je le mets en exploitation au bout d'un an, et c'est un bien qui me tourne aujourd'hui. Je l'ai toujours, je le possède toujours, ce bien-là. Il génère entre 2000 et 2500 euros de cash flow à peu près mensuel. Ok, donc après remboursement de toutes les charges. Après remboursement du prêt, puis moi je suis en LCD, donc tout ce qui est femme de ménage, réassort, foncière, enfin toutes les charges, ça me laisse entre 2 et 2,5, ça dépend évidemment. L'hiver, tu es plutôt à 1008-2000, et puis l'été, tu vas plutôt être à 2005-2008, donc on va dire en moyenne à l'année environ 2000 euros, je dirais. Ok. Et c'est quoi dans l'immeuble? C'est quelle typologie de bien? C'est des studios, des T2, des T3? T2, T3? 2 T3 et 5 et 3 T2 pour faire 5. Ok. Dont un atypique. Ok. Ouais. On va en parler des atypiques, ouais. Quand je fais la première fois la réno, les 5, l'atypique n'existe pas. Je le fais d'abord en classique. C'est un que j'ai rebasculé plus tard en réinjectant pour passer en atypique. J'avais pas compris les atypiques à l'époque. Ok. Et ensuite, du coup, est-ce que tu attends du coup de la mise en exploitation de celui-ci pour enchaîner? Pas du tout. Donc je te remets un peu les dates en tête, même pour tes auditeurs, parce que les dates sont importantes. Donc là, on est en août, le 6 août, je crois, je deviens propriétaire, j'ai les clés pour la première fois de ma vie le 6 août 2019. Donc je suis encore en thèse, je finis ma thèse en décembre. Décembre 2019, le 19, le 20 décembre, je me réinstalle chez mes parents. Clairement. Faut être honnête, je vais me faire larguer, je suis chez mes parents, j'ai pas de boulot, je veux pas en trouver, je vais pas. Mais t'es propriétaire d'un immeuble. Je suis propriétaire d'un immeuble, mais qui est en travaux, donc qui est littéralement inexploitable. Là, il a fait 4 mois que les travaux sont commencés, il reste 10 mois, 12 mois, enfin c'est pas la peine, 8 mois, c'est même pas la peine. Donc je rentre chez mes parents, qui habitent en plus à 2 km de l'immeuble, donc ce qui me permet de beaucoup travailler dedans, aussi de diminuer les coûts, parce que donc j'ai fait j'ai bossé non-stop dedans avec mon père et tout qui me rejoignait le soir, on a bossé comme des dingues dedans. Donc c'est-à-dire qu'il y avait des artisans qui faisaient les travaux, mais toi aussi tu faisais des trucs? Ouais, j'ai fait beaucoup. En fait, j'ai pris les artisans pour les corps de métier vraiment fondamentaux, genre principaux, un menuisier, électricien, plombier, parce que déjà puis, voilà, au niveau défi, ce qui est une mise en sécurité, je peux pas me permettre, un plaquiste qui a isolé, qui a plaqué, etc. Ça c'est obligatoire. Mais moi, tu vois, j'ai fait tous les sols, j'ai fait les peintures, j'ai monté les cuisines, j'ai fait les salles de bain, enfin tu vois. C'est marrant parce que du coup, je suis exactement pareil que toi en ce moment. On est dans cet état aussi avec notre projet de RP. Là, j'ai délégué tout ce que tu as dit et nous, on fait ça. Et mine de rien, tu sais, moi, je dis toujours qu'on fait à peu près 10 ou 20% du taf. Mais putain, ça me paraît énorme en fait. Enfin, nous, vu qu'en plus, c'est pas notre métier, on met plus de temps. Moi, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps pour faire tout ce que tu as dit. Nous, on fait tout à peu près pareil que toi. Et ça prend du temps. Ça prend du temps de fou. Alors, t'imagines sur 5 apparts, 5 cuisines, 5 salles. C'est franchement, on y a été 1 an. Alors, en parallèle des artisans, évidemment. Mais c'est énorme. Aujourd'hui, je fais plus parce que j'ai plus le temps. Mais après, t'économises un petit peu. Faut être réaliste. Ouais, mais moi, je me dis surtout que t'économises, mais surtout t'apprends. Et surtout, quand toi, tu fais les projets, les artisans, ils peuvent plus te baiser aussi. Parce que tu sais ce que ça coûte, tu sais le temps que ça prend, tu sais si c'est bien fait, mal fait. Donc, moi, je pense que c'est super important d'aller mettre un peu les mains dans le cambouis au début, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est comme les ménages après en Airbnb. Les 2-3 premiers mois, je faisais les ménages moi-même. Mais ce qui fait qu'après, quand tu recrutes, tu sais un petit peu mieux. Tu sais aussi les difficultés, les contraintes du boulot et tout. C'est pas plus mal. C'est vraiment pas plus mal. Mais du coup, pour te dire que décembre, fin d'année 2019, je rentre chez mes parents. Donc, l'immeuble sortira qu'à l'été 2020. Et donc là, début 2020, au mois de janvier,
Et si tu veux, l'agent immobilier qui me vend mon premier immeuble de 5, là, qu'on vient de décrire, on discute, etc. Et puis je me présente à lui, tu vois, j'étais un peu un branleur à l'époque. Je suis investisseur immobilier, je cherche à acheter massivement des immeubles, ce qui était faux, je savais même pas si j'allais me faire financer le premier, mais tu vois, je commençais à placer mes billes un petit peu comme ça. Et puis là, on est en janvier-février 2020, donc bon, je suis en plein travaux, etc. Ce gars-là m'appelle et me dit, bah écoute Steven, tu m'as dit que tu cherchais à investir, etc. Donc je lui avais dit, je veux des immeubles, tout à refaire comme celui-là, tout pourri, etc. Il dit, bah là j'en ai un qui vient de rentrer en off, si tu veux. Ça fait 300 mètres carrés, il y a 17 garages, ça te ferait, tu peux faire 5 apparts plus les 17 garages, ça te fait 23 lots d'un coup. Il y a moyen de faire vraiment un truc. C'est à vendre 150 000 euros, un truc comme ça. Et il y a 220 000 de travaux, par contre. En tout, ça fait un projet à 370 000, tout compris. Est-ce que ça t'intéresse? Je dis, bah écoute, le truc, il est à 5 minutes de chez moi. Je dis, bah viens, on y va cet après-midi, je vais le voir. Et puis c'est inhabité, de toute façon, il n'y a pas de problème. Donc je vais le visiter. Et là, je suis mais il me le faut. Ah ouais, c'était genre les étoiles dans les yeux. J'ai un prêt de 220 000 euros sur la tronche. Maintenant, je suis au chômage, hein, donc depuis le 1er janvier, je suis au chômage. J'avais arrêté, donc j'avais cotisé pendant 4 ans de thèse, mais j'étais littéralement au chômage. Je vivais chez ma mère, donc j'avais pas de charge, mais voilà, plus du tout de situation, même plus un salaire de thésard, plus rien. Et en plus, je suis endetté. Donc là, je me dis, et maintenant, je vais chercher 360, entre 360 et 370 000. Donc là, je me dis, oh, c'est chaud. On est sur, grosso modo, 150 d'achats, 220 de travaux. Donc on est encore sur des taux de travaux. Autant dire que j'aurais pas de cautionnement, hein, tout est hypothéqué hein, chez moi. Et je me dis, oh, c'est chaud. Mais je me dis, il me le faut. Je pense que c'est ça qui fait ma différence. Sur le papier, le cash flow était de combien? T'avais calculé tout ça? À l'époque, en vrai, je calcule même pas comme maintenant, si tu veux. À l'époque, moi, c'est toujours ce que je fais. Je regardais, si je le mets en location longue durée, qu'est-ce que ça me fait? Ah, ça fait 9-10%, c'est go, je fonce. Je sais que je vais faire full LCD dedans et que ça va booster. Et go. Ouais, t'avais scénario A, scénario B, quoi. Alors, LCD, c'est bonus, et si ça se passe mal, ce sera toujours rentable. Toujours, exactement. Moi, je suis toujours comme ça, c'est toujours ce que je dis à mes élèves, parce que si quoi que ce soit se passe, t'as plus envie de faire de la LCD, quoi que ce soit, faut pas que tu te retrouves avec une verrue qui te coule littéralement ta carrière. Moi, je préconise toujours ça. Et là, pour aller au but du financement, je me dis, bon, je me place, je fais une offre, elle est acceptée, et c'est une succession en plus à 9 personnes, c'est une galère, mais c'est bon, ils sont pressés de vendre, donc j'arrive à l'avoir, je te dis à 150, il devait être affiché à 180, je ne pouvais non plus une négo de fou, hein. J'ai jamais fait de grosse négo, moi, c'est pas mon fort. Et là, je me dis, ok, bon, financement, je vais pas l'avoir tout seul. Il faut être réaliste. Là, j'ai bon vendre le truc, je l'aurai pas. Mais surtout, ce que moi je me dis, c'est qu'à cette époque-là, tu as ton premier qui n'est toujours pas exploité, tu as déjà énormément galéré pour avoir le financement du premier. L'autre, il est en travaux. Je me dis que là, c'est très compliqué de te faire suivre quand même. Ah, c'est chaud. Là, c'est chaud. Et tu vois, je me dis, bon, il me faut une solution. Je passe tout en revue. Je me dis, la seule solution, c'est qu'il me faut un associé. Mais un associé solide, que j'ai confiance. À l'époque, j'ai pas ce mindset que j'ai aujourd'hui de m'associer, de faire du business, impossible. Donc en fait, je me dis, je connais personne, entre guillemets. Donc je demande à mon petit frère, qui a 4 ans de moins que moi à l'époque, donc moi à l'époque j'ai 28 ans, il a 24 ans, et lui il a fait ingénieur Polytech, et du coup il a fini à 23 ans, et là il a mis quasiment 6-8 mois à trouver son job. Et là, il venait de signer son premier CDI de sa vie chez Orano à Cherbourg, pour ceux qui connaissent dans le nucléaire, il est ingénieur en thermonucléaire. Et il est là-bas depuis 15 jours. 3 mois de période d'essai, mais il vient de signer là-bas à, genre, je sais plus, 1008, 1009, tu vois, en début de carrière. C'est ce qui est lamentable pour des ingés, mais bon, bref, c'est autre chose. Et je lui dis, bah écoute, frérot, ça te dit pas d'acheter un immeuble avec moi? Regarde, j'ai fait le premier, c'est stylé. Ça te dit pas d'acheter 22 apparts? Ouais, c'est ça te dit pas. Regarde, maintenant, quand on passe dans la rue, là, regarde celui-là, tout ça, c'est à moi. Donc, il fait, ouais, c'est vrai que c'est cool d'avoir tout ça à toi et tout, c'est un peu le Monopoly et tout. Je dis, écoute, là, il y a lui à acheter, je peux pas l'acheter tout seul. Enfin, la banque, elle me suivra jamais, c'est impossible. Enfin, j'ai pas du tout des l'air insolite. Si on me demande 5-10% d'apport, je les ai même pas. C'est pas possible, tu vois. Et il me dit, ouais, bah, vas-y. Mais en mode, il s'est jamais formé, il sait pas, il me fait confiance, tu vois. Ouais, il te fait confiance, ouais. Il me fait confiance, il me dit, bon, écoute, pourquoi pas, on a toujours une très bonne relation, lui et moi, c'est mon petit frère, et il me dit go. Et du coup, on part à l'assaut des banques. Ouais, c'est chaud, franchement, c'est. J'allais dire, parce que bon, c'est sans vouloir dénigrer le salaire de ton petit frère, mais 1008 pour un projet comme ça, c'est pas non plus une garantie financière énorme, quoi.
je veux dire, c'est de la merde. 1008 alors que ça fait 15 jours, t'es en période d'essai, c'est nul. Enfin, je veux dire, c'est nul. Ah oui, Et pour ça appuie moi, pas beaucoup le dossier, quoi. il a à peu près 20-25 000 euros de côté. À nous deux, on doit avoir 50 000 euros de côté, grosso modo, tous les deux. On a 25 000 chacun à la louche. Lui, il a ça. Moi, du coup, quand je présente mes 3 dernières fiches de paye, bah, maintenant, je présente janvier, février, mars de chômage. Donc, je me dis, bon, j'avais 1000 euros, 1050 balles de chômage, mais bon, de toute façon, ils s'en foutent, c'est pas pris. Et on part à l'assaut. Je retourne à la BNP, bah, je prends un mur monstrueux parce qu'elle me dit, vous m'aviez pas dit qu'à la fin de l'année, vous étiez diplômé et vous trouvez un boulot. Ah, je dis, si, je suis diplômé, mais bon, le boulot, ça attendra un peu. Donc, elle m'a dit, bah non, en fait, vous avez fait confiance une fois, vous êtes en train de me la mettre à l'envers, on n'ira pas. On attendra d'avoir votre job. Et puis, bon, je me suis représenté au 3e, 1 an, 2 ans après, elle ne peut plus me supporter. Elle m'a dit, bah non, en fait, parce que je vois bien que vous exploiterez jamais. Donc, c'est le seul et unique fois que j'ai eu à la BNP, j'ai jamais remis les pieds. Mais du coup, tu vois, bizarrement, on refait une toute petite dizaine de banques et on l'obtient au Crédit Agricole. Au Crédit Agricole, ok, donc à la banque familiale. Ma banque de famille, c'est Jordan, mon frère, mon associé maintenant chez Real Life. Et Jordan était comme moi. Moi, j'avais migré il y a ça 6 mois pour avoir mon premier à la BNP, mais sinon, toute ma famille était au Crédit Agricole. Le Crédit Agricole qui m'avait dit non, tu vois, comme quoi ça revient à ce qu'on disait un peu tout à l'heure, des fois les cases, les interlocuteurs, elle m'avait dit non parce que pas de CDI, machin. Elle m'a pas suivi. Je me reprends 6 mois après, où moi, personnellement, j'ai une situation limite encore pire qu'avant, parce qu'en plus, j'ai Bah oui, encore pire, parce que avant, t'avais quand même le salaire de la thèse, maintenant, t'as le chômage, quoi, donc c'est pas plus de salaire, je suis au chômage et j'ai de l'encours. Vraiment, il n'y a rien qui va. Mais par contre, bah, on ramène Jordan qui est en CDI, et du coup, ça coche la case pour eux, et ils disent, OK, on ouvre les vannes. Et donc là, on obtient un super prêt, on est à 0,82 ou 0,89, je sais plus. Enfin, ah ouais, en plus. 3 ans de différé, enfin vraiment, c'est un truc sympa. Et puis on acquiert ça. Et puis c'est parti, 1 an de réno complète là-dedans aussi, parce que, autant dire qu'il y a 200 000 euros de travaux, tu vois, il n'y a même plus le plancher, t'es au rez-de-chaussée, tu vois le toit. Mais on refait tout. On refait tout, pareil, 1 an, où là on délègue un petit peu plus, et je prends quelqu'un pour monter les cuisines, c'est l'autre, j'ai monté les 5 cuisines, là maintenant je prends le cuisiniste qui vient les monter. Enfin, tu vois, petit à petit, on délègue un petit peu. Tu délègues un peu plus. Ça, surtout quand on l'achète, on est en mars 2020. Moi, mon premier immeuble sera libéré que l'été 2020, donc je suis sur les 2 fronts. Alors, autant dire que j'ai pas commencé. Toi, tout à l'heure, tu parlais de commencer par un immeuble, un appart. Là, je me retrouve avec 2 immeubles devant moi. J'ai quasiment 600 mètres carrés, j'ai 10 lots à sortir, et c'est même pas fini, quoi. Donc bon, je reprends les mêmes artisans, mais qui me disent, bah, t'es bien gentil, Coco, mais il faut peut-être d'abord que je finisse sur le premier avant de venir sur le deuxième. J'ai pas vraiment de recul, est-ce qu'ils sont bons, pas bons? Mais bon, vas-y, on y va. Et puis ça s'est bien fait, là encore, pas de galère particulière, enfin des galères de travaux comme tout le monde, tu vois, mais rien de sensationnel. Et puis voilà, l'été, le premier sort, commencer à enchaîner les premiers cash flows. Et puis 1 an après, bah, on en a acheté d'autres en attendant. Mais et puis voilà, je dirais que le deuxième a vraiment été les 2 premiers, parce que le deuxième, je t'ai pas dit, nom propre aussi, indivision, 55. Oui, j'allais te demander, ouais. C'était en indivision. Du coup, là, tu pouvais même plus être en LMNP, là. T'étais en LMP. Ah ouais, bah, de toute façon, LMNP, même avec les 5 premiers, j'étais déjà pas. Donc le LMNP, Ouais. j'ai 3 mois le temps que ça sort pour finir la première année 2020, mais c'est tout en fait. J'ai jamais été. Parce que toi, t'avais même pas le salaire qui te permettait de couvrir, t'étais aux 23 000 euros, quoi. Toi, le seuil, c'était 23 000. Au chômage. Donc en fait, plus de 23 000, et plus de tes salaires, bah oui, c'était tu te fais. Donc en fait, je suis passé LMP automatiquement. J'ai toute ma vie, entre guillemets, d'investisseur était LMP. Ouais. Ok, maintenant j'ai mes entreprises, donc tu mutualises l'URSSAF et tout. Aujourd'hui, moi, quand j'ai mes boîtes, moi, je le vois pas mal, le LMP. Enfin, tout le monde banalise, diabolise plutôt le LMP. Bien sûr que quand tu es un particulier qui débute, si tu peux éviter le LMP, parce que je pense que ton audience... Après, ça dépend de ton objectif. Moi, je partage pas forcément ce diabolisation, parce que en fait, je pense que ça dépend de ton objectif. Si ton objectif aujourd'hui, c'est de capitaliser, transmettre et de pas vivre tes revenus, je pense que la SCI, c'est plus adapté. Mais si tu veux vivre tes revenus et les toucher direct sur ton compte, ben, LMNP si tu as le droit, et puis sinon LMP, bon, ben, c'est au moins tu as les revenus. Alors après, fiscalement, oui, tu te fais un peu allumer forcément, mais tu touches des. Et encore que, je crois que tu as quand même pas mal d'avantages un peu sous-estimés quand même avec le LMP. LMP, pardon. En fait, le LMP est diabolisé. En fait, pour moi, le LMP, c'est la même chose que le LMNP en termes d'amortissement, de fiscalité. La seule différence, ok, je suis d'accord avec toi, c'est pas négligeable, c'est que tu es assujetti à l'URSSAF. Donc, oui, ce que je veux dire, c'est l'URSSAF. Ouais. La fiscalité est la même. En soi, c'est juste que tu as des charges sociales. Parce que, par exemple, tu prends la plus-value en LMP. Je te prends un exemple, tu fais moins de 90 000 euros de chiffre d'affaires à l'année et ça fait 5 ans que tu as ouvert ton statut LMP, tu es exonéré de plus-value. Chose que tu peux pas avoir dans du LMNP. Donc, tu as quand même des avantages versus des inconvénients. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, moi, je dis toujours aux gens,
si, à part comme tu dis que c'est patrimonial, tu veux pas sortir de cash flow, tu veux rien faire, etc. Mais sinon, si tu restes LMNP, c'est bien le LMNP. Mais c'est un régime de bébé, entre guillemets, tu vois. C'est un régime quand tu débutes. Si tu as de l'ambition et que tu veux scaler, tu peux pas scaler en visant l'objectif de rester LMNP. C'est que tu scales pas, en fait. Sinon, tu peux pas rester. Après, je crois que j'avais interviewé un mec quand même qui avait réussi à faire tirer le LMNP à fond. Bon, alors là, il doit être un peu dégoûté avec la loi qui a un peu raboté le truc, mais il me disait que lui, vu qu'il était chef d'entreprise, bah, du coup, en gros, il ajustait son salaire en fonction de ses loyers pour rester en dessous. Après, il se fait forcément rattraper parce qu'il paye aussi beaucoup de charges sociales sur, Oui, voilà, sur les salaires qui. Donc l'un dans l'autre, c'est pareil en fait. Enfin, faut faire tes calculs, mais de toute façon, il faut toujours dire une chose. En France, tu peux pas gagner. Tu peux optimiser, mais tu gagneras pas. La caisse impôt, il va falloir y passer. Tu l'optimises, mais surtout encore les impôts en IMO, toi-même tu sais, tu peux en payer zéro. Moi aujourd'hui, je paye pas un pet d'impôt. T'imagines les montants de travaux que je sors, donc autant dire que je paye jamais d'impôt. Ouais. Mais par contre, tu payes pas d'impôt pour l'exploitation. Par contre, après la revente et tout. Mais par contre, l'URSSAF, tu peux pas y échapper. Après, moi qui est chef d'entreprise, si tu veux, pour ceux qui connaissent pas, en fait, quand tu as un statut URSSAF, c'est un statut URSSAF par tête. Donc, en fait, aujourd'hui, mon LMP, je le paye même pas en perso, en fait. C'est ma boîte qui paye. Parce que de toute façon, tu n'as qu'un compte URSSAF pour toutes tes entités commerciales que tu vas avoir. Donc, en fait, avec Real Life, on est assujetti à l'URSSAF, comme toutes les sociétés commerciales, parce qu'on est basé en France. Et donc, forcément, en fait, moi, tout le package URSSAF passe dessus. Donc, en réalité, en tant que perso, oui, mon immobilier est assujetti à l'URSSAF, mais en réalité, je le paye pas directement. C'est ma boîte qui paye l'URSSAF pour tout. Donc, ça t'empêche pas de le payer, mais c'est pas la même sensation. Donc, après, tu pourrais te dire je veux rester LMNP, j'augmente mes dividendes ou mes salaires d'entreprise. Mais tu te fais matraquer par un salaire, ça coûte extrêmement cher à sortir en France. Ah bah, c'est clair. Donc, tu vois, moi par exemple, je préfère être, pour te donner vraiment du concret, c'est des choses que je dis pas souvent en plus, mais moi je me sors pas de salaire avec ma boîte. C'est pas utile. Avec ces deux appartes-là en cash flow, je t'ai pas dit, mais le deuxième immeuble, il sort entre 3005 et 4000 de cash flow mensuel. Donc, on divise en deux, et ça fait à peu près 2000 chacun. J'ai mon premier qui fait 2000, ça fait 4000. Franchement, ça me suffit largement pour vivre. J'ai pas besoin de plus. Et après, à partir de là, en fait, c'est les deux seuls qu'on a fait en nom propre. Après, tout est passé en société. Tout est passé en SCI, etc. Et ensuite, nos boîtes avec la formation qui est arrivée qu'en 2021, du coup, Real Life. Maintenant, tu comprends mieux pourquoi je te dis, j'ai eu 2-3 ans de battement où j'avais pas d'entreprise. Mais ça me suffit. Moi, je me sors rien. Je préfère utiliser l'argent pour réinvestir mes dividendes, etc. par ma holding. Ça va beaucoup plus vite. Plutôt que et du coup, je préfère payer un petit peu d'URSSAF. Ou cette URSSAF, IMO perso, est payé par ma boîte, qui elle génère du chiffre. Et que du coup, j'ai pas besoin de me sortir de salaire parce que du coup, mon cash flow, il est pas impacté par l'URSSAF. C'est plutôt les bénéfices de ma boîte qui sont un petit peu impactés par l'URSSAF, ce qui est moins gênant dans une entreprise parce que tu fais 100 fois plus d'argent qu'en IMO, évidemment. Donc, c'est pas gênant. Et en termes de qualité de vie, ça m'évite de devoir sortir du salaire de ma boîte où là, ça va me coûter extrêmement cher. Ce qui fait que l'un dans l'autre, en fait, t'optimises à fond. Mais c'est que de l'optimisation que tu peux faire. Tu peux pas esquiver la case. Il y a un moment, tu vas y passer quand même. Sinon, il faut aller à Dubaï. Ouais. Ce qui est une autre solution, mais. Et voilà, c'est beaucoup plus dur qu'on pense. Souvent, les gens disent, il est parti à Dubaï. Non, franchement, faut à Dubaï ou autre, tout ce que tu veux. L'expatriation, c'est pas si simple. C'est pas. Ouais, mais surtout en plus quand tu as tes entreprises ici, ton IMO ici, ça doit pas être le switch, doit pas être simple. Si tu as ton IMO là, tu paieras toujours ton IMO en France, ça change rien. Ouais, bien sûr. Donc du coup, alors, si je récapitule un petit peu ton parcours sur le côté IMO, tu as commencé avec 5 lots donc en 2020, ensuite tu as enchaîné avec 22 lots, mais dans les 22 lots, c'était 5 apparts et 17 garages, c'est ça? 17 garages, exactement. Ok, donc sur le premier, tu avais entre 2000 et 2005 de cash flow. Sur le deuxième projet, tu étais entre 3000 et 3005. 3005, 4000 même. Donc là, du coup, on est à tes fameux 0 à 30 lots en 2 ans. Quoi. Ouais, on est à 27 exactement. Ensuite, je crois que ça faisait 28, 27 lots à peu près. Et là, j'ai commencé en 2019 et on avait, le premier, je l'achète au mois d'août et l'autre, je deviens propriétaire en été 2020. Donc en vrai, en 1 an, mais je dis 2 ans parce qu'il y a eu 1 an de travaux derrière. C'est pour ça que je dis 2 ans. Donc ce qui fait que finalement, si je résume et si je vois un peu du rêve dans ce que je vais dire, tu as pu devenir libre financièrement en 2 ans en générant 4 à 5 000 de cash flow positif. Ouais, bien sûr. Après, comme tu dis, un peu en rêvant, moi, je l'aborde toujours. Tout, c'est une question de vision. Oui, techniquement parlant, je vivais de ça. Mais si tu veux, moi, je pense que la liberté financière, elle est aussi vachement psychologique. Tu vois, alors après, moi, je suis rentré chez mes parents, tout le monde ne fait pas ça, et puis c'est pas le but de tout le monde, etc. Mais tu vois, par exemple, dès mon premier, qui était encore en travaux, j'étais pas libre financièrement, mais en soi, vu que j'avais tellement réduit mon train de vie,
qu'en soi, j'avais pas besoin de grand chose pour être libre. J'avais pas besoin de travailler, j'ai pas signé de CDI. Après le premier sorti, j'avais 2000 euros. Donc, j'aurais pu payer un petit loyer, etc. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour dire que tu es libre? Et sachant que tu cotises pas beaucoup pour la retraite, etc. Donc, et Mm. puis, il y a le fait d'être libre. Et il y a le fait de se dire, OK, je suis peut-être libre, j'ai mes premiers 2000 de cash flow, mais comme on dit, la retraite, machin, etc. Mais il y a surtout aussi, j'aimerais enchaîner. Et là, enchaîner avec Mm. cette situation, 2000 euros de cash flow, c'est pas égal à 2000 euros de salaire pour les banques. Mm. Donc, Ah bah oui. c'est toujours warning. Souvent, les gens, moi, je le vois beaucoup avec les clients qui viennent chez nous, c'est dès que j'ai 2-3 000 de cash flow, ça remplace mon salaire, je me casse. Warning, 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 parce que Mm. ça, c'est dangereux. Oui, tu te casses, mais dis-toi aussi que le jour où tu te casses, tu casses aussi ta progression dans l'immobilier de façon quand même relativement drastique. Il faut être réaliste. Et oui, parce que tu peux pas relever de la dette comme tu le Voilà, faisais quand tu étais salarié, quoi. c'est difficile et je sais de quoi je parle aujourd'hui, moi. Après, on enchaîne les opérations, mais les 4 premières années, parce que après on a lancé Real Life Formation en 2021, mais entre 2021 et 2022, j'ai dû vendre deux formations, je crois, donc c'est pour te dire que tu fais rien. Euh, Mm. j'ai pris, je dois être entre 50 et 60 refus bancaires. Ça a été dur, Ah les ouais. pires années de ma vie. Tout le monde me fermait les portes. Tout le monde. Aujourd'hui, j'ai 7 banques différentes. Il n'y en a pas une qui a voulu me suivre 2 fois quasiment, à part maintenant le crédit, je t'ai dit. Mais parce que en fait, c'est ça. T'es un vrai, je suis désolé de l'expression, mais t'es un chien de la casse. Tu dois aller partout. Tout le monde te mur. T'es là, mais t'es déjà en travaux. Tu caches des biens. Tu dis pas pour l'encours. T'es border. Mais il n'y a pas de secret. Si tu veux lever de la dette rapidement et que t'es dans des conditions qui sont pas optimales, prépare-toi à partir en guerre parce que ça va être Mm. ultra difficile. Et ça, je le dis aussi, ça fait partie aussi du jeu. J'ai peut-être, je crois que j'en ai fait 3 voire 4 des projets que j'ai signés d'immeubles. J'ai signé le compromis de Mm. vente et j'ai jamais eu le prêt. C'est tombé à l'eau. Mm. Ça Ouais, ça arrive. fait partie du truc quand mais ça arrive, ouais. Du jeu, ça fait chier, c'est beaucoup de boulot, beaucoup d'investissement. Mais voilà, ok, j'ai pas eu celui-là, pourquoi ça? Ok, je reviendrai dans 6 mois plus fort. Je sais pas comment. Ah, il voulait 6 mois de plus de Mm. recul d'Airbnb. Ok, bah c'est pas grave. Et tu continues, tu continues, tu continues. Et moi, ça a été j'ai été un requin non-stop, à travailler non-stop pendant 4 ans. Non-stop. Parce que c'était dur. Dur, 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 dur. De toute façon, j'ai envie de dire, il n'y a pas de secret. Tous ceux qui y arrivent à avoir ton type de parcours. Tu vois, tout à l'heure, tu me parlais tu vois, de charge mentale que chaque personne peut avoir. Et tu vois, on avait le débat sur est-ce qu'on commence par un T2, par un immeuble et tout. Tu vois, moi, je me considère être dans la case du moins de charge mentale. Parce Ouais. que je sais Ouais, que moi, en termes d'IMO, et tout mon audience le sait, moi, je trouve que l'IMO, je le dis toujours, hein, c'est le moyen le plus rapide pour aller vite et tout, mais c'est au détriment de stress, d'énergie, qu'il faut être prêt à absorber. Et moi, je sais que tu vois, je pourrais pas faire ce que tu as fait. Alors après, on n'a pas les mêmes situations. Toi, tu vis chez tes parents, si je dis pas de bêtises, tu n'as pas d'enfant et tout. pas d'enfant, j'avais pas de responsabilité. Le seul Hmm. que je devais faire attention, c'était mon nombril. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait aussi de l'ultra-personnalisation, parce que tout le monde n'est pas pareil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai plus. Hmm. C'est pas parce que. Moi, c'est toujours ce que je dis. Un bon coach ne doit. Si tu veux vraiment être un coach de classe mondiale et performant, c'est pas ton expérience de vie que tu dois transmettre. Parce que ce qui a marché pour toi ne marchera peut-être pas pour Ne la marche personne. pas pour le monde, ouais. On n'est pas câblé pareil, on ne pense pas pareil. Et puis, comme tu le dis à juste titre, par exemple, toi et moi, toi, si je dis pas de bêtises, tu as des enfants, tu as une famille qui compte sur toi. Tu peux plus prendre le même risque qu'un gosse de 28 ans qui est chez sa mère, qui paye rien, qui a pas de femme, qui est pas marié, qui a pas de prêt sur une baraque Hmm. et qui n'a pas d'enfant à nourrir. C'est pas pareil. C'est pas Alors, pareil. il y a ça, si je peux me permettre de te couper, il y a une question de risque, mais aussi une question, tu vois, de présence. Ça, c'est un Ouais, truc bête, et je le dis souvent à mon audience, c'est que oui, je sais que je pourrais prendre ce risque et partir à faire des immeubles, machin, mais je sais que ça impliquerait que, vu qu'il faut aussi que je travaille pour faire tourner mon business, ça veut dire, et je le fais un peu en ce moment, ça veut dire que c'est soir et week-end à faire de l'IMO. Et moi, j'ai 2 enfants en bas âge. Je me dis, à quoi bon chercher la liberté financière pour profiter de mes enfants? C'est pas pour pas profiter du moment présent quand ils sont petits, tu vois. Enfin, donc, je suis OK pour voilà, être libre financièrement dans 5-10 ans en prenant mon temps, mais en profitant aussi de mes enfants maintenant. Et effectivement, si j'avais pas d'enfants, pas de responsabilité et la niaque que tu as toi et que je pense que j'aurais aujourd'hui si j'avais pas tout ce que je viens de te dire, je me rapprocherais certainement de ton profil. Mais voilà, il y a tout ça, tu vois, c'est une philosophie, c'est une façon de penser, de non, charge mais mentale et tout. je suis assez d'accord avec toi. Tu vois, je suis toujours pas papa, mais je pense que ça devrait plus trop tarder. Euh, Justement, le temps, et je trouve ça super intéressant que tu révèles ça, parce que je pense que ce que tu viens de dire est même au-dessus de tout ce qu'on a dit avant. Le temps et ta qualité de vie, elle est fondamentale. Donc, Hmm. comme tu dis, tu pourrais le faire. Et c'est toujours ce que je dis, il y a plein de gens qui peuvent le faire. Il suffit que tu aies un peu faim, un peu la niaque,
que tu sais pourquoi tu veux le faire et tu peux le faire. Mais oui, il faut avoir envie de le faire, il faut avoir du temps. Moi, faire ça là pendant 4 ans, ça m'a coûté ma vie privée pendant 4 ans. Chose qu'aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas envie de sacrifier parce que tu n'as pas envie de louper les 4 premières années de tes enfants. Moi, aujourd'hui, je sais que là, demain, avec ma femme, on a des enfants. Mais je peux déjà te le dire les droits dans les yeux, je vais certainement pas faire ça pour les 4 premières années de mes enfants. C'est pas une question. Donc oui, bien sûr qu'il y a une question de contexte. T'aurais eu mon âge comme ça et seul, t'aurais fait la même chose, évidemment. Bah oui, Mais c'est fondamental le temps. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup charbonné, j'ai pris beaucoup de risques. Ça m'a pris aussi du temps. C'est pour ça souvent les gens se disent mais c'est la réussite entre guillemets est proportionnelle au temps, au sacrifice que tu vas faire, etc. Souvent, il n'y a pas de magie. Si tu bosses à peu près intelligemment, mais par contre ça va te coûter du temps, ça va te coûter des moments en famille. Donc est-ce que tu es prêt ou est-ce que tu as envie ou pas de le faire aussi? Ça c'est important aussi de le dire. Hein. Tout le monde n'est pas prêt. Mais je trouve que ça me rappelle voilà, la plupart des gens que j'ai interviewés qui ont ton parcours et je trouve que c'est bien d'avoir cette honnêteté, tu vois, parce que tu pourrais aussi vendre du rêve en disant ouais, ben moi j'étais libre financièrement en 2 ans, tout le monde peut le faire. Bon, non, en fait, pas tout le monde peut le faire. Ça dépend, comme tu dis, de chaque personne. Voilà, donc c'est cool aussi d'avoir cette honnêteté de ta part. Quoi. Mais puis tu sais, aujourd'hui, on a accompagné plus de 1000 personnes. Tout le monde ne peut pas le faire. Et franchement, je vais même aller encore plus loin dans l'honnêteté parce que de toute façon, c'est ma marque de fabrique chez Red Life. C'est pas bien pour ça que l'entreprise s'appelle comme ça. Tout le monde n'a pas les capacités émotionnelles à le faire. C'est-à-dire qu'il y en a, ils n'ont pas la charge mentale. À un moment, ils pètent trop vite les plombs, ils supportent pas bien le stress et ça leur propose trop de tracas. Et moi, c'est toujours ce que je dis à mes étudiants quand vous investissez en IMO, c'est du bonus dans ta vie. Tu vois, tu as ton boulot, factuellement, tout le monde n'a pas besoin d'IMO pour vivre, c'est du bonus. Donc si tu le fais et que tu dors pas sur tes 2 oreilles, c'est comme être c'est pas fait pour toi. Ouais. C'est pas fait pour tout le monde. Donc, tu as des gens qui n'ont pas les épaules, il y a des gens qui n'ont pas le temps, il y a des gens qui n'ont pas l'envie, il y a des gens qui n'ont pas le même objectif que toi, il y en a qui veulent faire de l'IMO, mais pas forcément pour être libre financièrement. En fait, il y a plein de façons, mais tout le monde ne va pas pouvoir devenir libre financièrement, c'est difficile, et moi je le vois à travers mes étudiants, ceux qui performent le plus, bah ouais, ça va être des profils qui sont morts de faim, qui n'ont rien à perdre, qui ont du temps à octroyer. Tu sais, c'est comme tout dans la vie, c'est une carotte. Tu veux plus de résultats, le seul truc positif là-dedans, c'est que l'IMO va te le permettre. Mais par contre, en contrepartie de cette carotte, il faut que tu donnes. Donc tu donnes du temps, tu donnes de l'énergie, tu donnes du sacrifice. Et ça, bah après, c'est en fonction de toi, de ce que tu as envie de donner. Mais du coup, tout le monde ne veut pas donner autant. Et c'est OK, en fait. Moi, je dis toujours, ce qui compte, c'est pas le résultat. C'est est-ce que tu atteins l'objectif que tu veux te mettre. Si tu l'atteins, parce que c'est celui-là que tu veux te fixer, bah go, rouler jeunesse, on fonce, c'est une bonne stratégie. La bonne stratégie, c'est pas celle qui fait le plus de cash flow possible, c'est celle qui t'emmène là où tu as envie qui te correspond, ouais. Bien sûr. Tu veux, ouais. C'est ça qui est super important. Parce qu'après, comparer les chiffres, c'est comme comparer les lots, ça ne veut rien dire. Moi, je connais des qui ont 90 appartements et qui font 10 000 de cash flow. Je veux dire, moi, avec 15 lots sur Airbnb, je fais 35 000 tous les mois. Et puis, t'en as qui vont encore faire... Moi, j'en connais, qui ont des belles villas, des choses qui fonctionnent, ils font 15 000 de cash flow avec une maison. Donc, en fait, tout dépend encore des stratégies, du stress que tu es prêt à prendre. Il y a plein de façons de réussir. Et du coup, toi, ta stratégie, c'était LCD. Tu as tout en cours du aujourd'hui. Tout mon parc, intégralement. Ok. Et du coup, là, en termes de charge mentale, on y revient. Je sais que c'est pas du tout la même énergie que tu dois mettre. Alors, j'imagine que quand tu as 30 lots, j'imagine que tu as quand même automatisé un max. Est-ce que tu passes par des conciergeries ou est-ce que tu fais le combo, moi, ce que j'appelle un peu le combo magique, c'est femme de ménage plus automatisation des entrées-sorties? Comment tu gères ça, toi? Et pour finir ton combo, c'est même un trio magique si tu veux bien que ça marche, parce que sinon ça suffit pas, femme de ménage et automatisation. Moi, c'est pour ça que je prends pas de channel manager. Déjà, pour ceux qui connaissent, moi, je prends pas de channel manager. Justement, ça répond pas à la problématique qui manque dans ton combo. Et crois-moi, par expérience, on a fêté, là, il y a pas longtemps, début d'année, là, premier trimestre, notre 15 millième réservation sur les plateformes. Wow. Donc, tu vois, ça fait du monde. J'ai pas de conciergerie parce que aucun intérêt pour moi d'avoir une conciergerie, ça te boufferait tout ton bénéfice, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai donc, oui, femme de ménage. J'ai toutes mes équipes de ménage. En fait, si tu veux, c'est aussi l'avantage de ma stratégie de faire que de l'immeuble. Moi, chaque site, chaque immeuble, parce que genre, là, on s'arrête aux 2 premiers, mais après, on en a acheté plein d'autres, on a acheté les troglodytes, enfin, on en a fait plein. Chaque site a son propre local technique, buanderie-laverie, systématiquement. Okay. Je peux perdre des mètres carrés habitables, où j'ai une dépendance, où j'ai un garage, etc. Ouais, tu octroies un local pour le ménage. Tous les sites, pour même te pousser la chose, dans mes troglodytes, mes 2 premières suites qui tournent, là, qui sont passées sur M6 il n'y a pas longtemps, les 2 premières suites, impossible de faire un local dedans, impossible. On a fait bâtir dans le jardin une belle cabane en pierre obligatoire, ça m'a coûté 15 000 €. Je l'ai fait, mais sans hésiter, en fait. C'est pas de la rentable.
mais c'est de la renta, mais c'est de la renta de vie, de temps, de charge mentale. C'est fondamental. Chaque site, laverie, donc ménage, enfin tous les racks pour stocker, le sèche-linge pro, machine à laver, on déporte les chauffe-eau, il y a tout, il y a ces 3 à 4 mois de produits ménagers, toutes les draps, tout est mais par site. Et en fait, comme ça, quand je fais les équipes de ménage, parce que là aussi, il faut connaître les équipes de ménage, c'est très grosse contrainte quand même comme travail. C'est pour ça que souvent, c'est pour les trouver. Tu travailles 7 sur 7, tu peux être prévenu en dernière minute. Alors si en plus, tu dois traîner ton aspi, tu dois traîner tes... En fait, il faut leur mettre le plus meilleur confort, quoi. Il faut que tu arrives à leur proposer un truc où ça va être simple pour eux, quoi. Il faut qu'ils aient envie de travailler pour toi, quoi. Arrivent, les mains dans les poches, elles ont leur Google Sheet, on a automatisé tout, elles regardent en temps réel ce qu'elles ont à faire, c'est dicté, elles arrivent le matin les mains dans les poches, elles ont tout sur le site, elles descendent, elles mettent à laver, elles récupèrent, il y a 3 ou 4 paires de draps par appartement pour avoir du turnover, qu'elles soient pas sous pression, si c'est pas sec. Et en fait, chaque site est automatisé. Donc du coup, j'ai mis mes équipes, j'ai 4 grosses équipes de ménage qui tournent sur mon parc. J'ai donc bien sûr automatisé tout ce que j'ai pu sur les plateformes Airbnb, Booking pour les départs de messages automatiques, etc. Mais ça, pour moi, c'est l'impact le plus faible parce que oui, ça t'enlève un peu une épine du pied, mais en vrai, ça t'enlève pas grand-chose. Et c'est pour ça que je te dis, il manque un élément fondamental si tu veux vraiment faire de la courte durée en étant pas trop pris de charge mentale. Je dis pas trop parce que même si tu délègues à 100%, et là encore, c'est toujours, la courte durée te demandera plus de travail et de charge mentale que n'importe quel type de location. C'est normal, ouais. Mais par contre, ça rapporte plus. Mais encore une fois, c'est la carotte. Tu veux plus, faut fournir plus. Il n'y a pas de magie. Tu sais, c'est comme les plus grands de ce monde qui montent des boîtes, des licornes. Mais moi, je veux pas leur stress et leur implication. Ah oui, ils font des millions. Et en fait, il y a toujours cette proportionnalité. Et les gens, aujourd'hui, l'oublient et pensent qu'ils vont faire beaucoup avec une charge mentale qui est faible. Ça n'existe pas. Dans ma vision du monde, ça n'existe pas. Donc, tu peux optimiser, vivre avec et faire en sorte qu'elle soit facile à vivre au quotidien. C'est toujours ce que je dis. D'avoir la pression, il faut juste l'organiser, cette pression. Organiser les problèmes, parce que tu en auras. Et du coup, moi, la troisième, on va dire, la troisième brique de ça, et c'est elle qui représente pour moi, c'est mon sauveur, c'est que j'ai recruté une personne, en fait, qui est chargée de la communication et de la réponse aux clients et des messages sur la plateforme. Qui fait que ça. Elle, en fait, elle manage les équipes. Donc, quand il y a du turnover, elle forme les équipes de ménage. C'est elle qui fait le réassort de tous les produits ménagers quand il faut, tous les trimestres. C'est elle qui s'occupe des commandes pro de lessive. Tu vois, là, on vient de recevoir 150 kilos de lessive. Les dispatchs, celle qui remplit les calendriers pour les équipes de ménage. Et du coup, c'est son numéro de téléphone. Donc, quand les clients appellent, parce qu'en fait, le problème, c'est que quand t'as un appart, ça va. Mais quand on a des dizaines et dizaines... T'as 30, ouais. T'as le téléphone, il sonne tout le temps, quoi. C'est un standard. Ça sonne du matin au soir. Ouais. Et pourtant, t'automatises. Les consignes, elles seront là, tu fais des bips. Mais les gens, ils lisent pas, quoi. Ils lisent pas. Pire en pire. C'est la société TikTok. Si j'ai pas mon information... Moi, on pourrait faire un épisode entier d'anecdotes, mais... Oui, il n'y a pas les draps. Bah, vous avez regardé dans le lit? Ah bah oui, ils sont là. Bah pardon, je vous ai dérangé pour rien. Et ça, c'est ça. Non-stop. Donc, et ça, pour moi, c'est ce qui va te soulager ta LCD. Et souvent, on le fait pas au début. Finalement, c'est un manager que tu recrutes. C'est un manager, exactement. Ouais. C'est lui qui pilote ça. Quelqu'un qui gère les équipes, les plannings et la logistique. Tout ça. Et ça, pour moi, ça fait tout, en fait. Ce qui fait qu'en fait, moi, je ne m'adresse plus à mes équipes, je gère plus, c'est elle qui le fait, et elle me remonte les problèmes fondamentaux et à dire... Elle filtre. Voilà, elle filtre. Elle, entre 0 et 1000 euros, ça me remonte pas aux oreilles, elle s'en occupe. Et puis moi, en fait, Airbnb, aujourd'hui, pour te finir un petit peu sur ce chapitre, moi, j'octroie 2 jours par mois à mon parking. Il me faut 48 heures quand même. Je prends 2 jours tous les débuts de mois, le 1 et le 2. Le 1, je fais ma compta. C'est-à-dire que je peux suivre ce qui se passe, j'ai mes tableaux, j'ai tout sur Notion. Ok, combien ils ont rapporté, combien j'ai eu de charge. Est-ce qu'on maintient le cap ou pas? Tiens, lui, on maintient pas le cap. Ok, bilan avec cette personne, qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'il y a eu moins de chiffre d'affaires, il y a moins de résa. Est-ce qu'on peut regarder les derniers commentaires? Qu'est-ce qui va pas? Parce qu'après, c'est un business. Moi, c'est toujours ce que je dis. La LCD, c'est un business que tu viens poser sur de l'IMO. Donc, il faut les règles de base de l'IMO, bien acheter, maîtriser ta fiscale, tout ce qu'il y a. Mais ensuite, si tu décides de faire de la LCD, tu décides de devenir un chef d'entreprise qui n'aura pas des locataires, mais qui aura des clients. Donc, du coup, tu n'en auras pas un ou deux, tu en auras peut-être 300 dans l'année. Tu auras des consommables à acheter, tu auras de la fiscalité, tu auras des salariés ou indépendants à payer. Donc, en fait, ça devient un business. Donc, tu dois le processiser et le manager comme un business. Donc, tu dois aussi regarder le retour de tes clients. J'imagine c'est ce que tu fais, toi, avec tes clients que tu accompagnes. Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce que je peux améliorer des choses? En fait, moi, je le traite pareil. Je prends 2 jours et pendant 2 jours, c'est amélioration de process.
il y a eu ça qui n'a pas marché, on pourrait peut-être refaire ça dans les trucs et tout. Et on regarde si le mois d'après ça performe, parce que pour moi, il ne se passe rien une semaine. On regarde des fois de temps en temps une analyse concurrentielle, est-ce qu'on est encore bien aussi au prix du marché. Je le pilote un petit peu comme ça. Et puis c'est reparti pour un mois. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Ça paraît simple. Mais je trouve que c'est pas beaucoup 2 jours, hein. Franchement, enfin, moi, ça me paraît vraiment très peu par rapport à tout ce que tu dis. Alors après, comme tu as dit, tu as des strates dessous qui permet, on va dire, d'absorber le gros de ta charge, mais quand même, malgré ça, toi, passer que 2 jours par mois, je trouve que c'est très peu, et c'est très bien du coup. Mais en vrai, c'est peu, mais c'est même pas que je fais des miracles, hein, c'est que tu sais, j'ai mes tableaux Notion, première matinée du premier jour, je prends tous mes revenus, mes charges, et ensuite ça me laisse une après-midi et le lendemain, même des fois j'utilise même pas tout le lendemain, juste pour m'entretenir avec ma responsable et de regarder ce qui va ou ce qui va pas, et plutôt de passer de la consigne. Donc tu sais, des fois, un jour et demi, mais c'est pas exceptionnel, c'est juste que s'il y a des choses à refaire, en fait, je dis, bah tiens, tu me referas ça, là il y aura ça à faire. Elle me dit, bah tiens, il y a eu des radiateurs, machin, bah, j'ai envoyé telle personne, il y a eu du désherbage. Parce que je veux dire, c'est elle aussi qui gère les artisans et la maintenance et la réparation? Bah, alors les artisans, quand c'est vraiment trop gros, non, elle me demande. Mais dès que c'est, par exemple, tu vois, on prend un prestat extérieur, parce qu'on a aussi une personne qui, tu vois, s'il y a une tringle des rideaux qui est tombée, machin. Bah ça, oui, c'est elle. Tu vois, on a des pompes de relevage, il faut faire passer le gars pour vider la pompe de relevage 2 fois par an, c'est elle qui prend le rendez-vous, c'est elle qui prend tout ça. Évidemment, parce que sinon 2 jours c'est pas possible. Mais on fait tout ça, si tu veux. Donc une fois qu'on a fait le point, en gros, on s'est fait 2 réunions. Et puis bah, rouler jeunesse, quoi. Trop bien. Et c'est une personne du coup que tu embauches à temps plein, quoi? Elle est à temps plein pour toi? En vrai, même pas à temps plein. Moi, elle est même pas à temps plein, hein. C'est une freelance. Elle a sa micro-entreprise. Et après, c'est elle a peut-être d'autres clients. Ouais, voilà, moi, ça m'est égal, tu vois. Mais je contractualise toujours, même si c'est des freelances, pour protection des données, etc. Et puis go. Et puis comme ça, au moins, Ça, c'est pour ça que je te disais dans ton petit combo, ça, c'est souvent ce qu'on met pas en place au début. Parce qu'au contraire, on veut vite déléguer le ménage, qu'on n'a pas forcément le temps, et on se dit, bon, si c'est sur le téléphone, je peux le garder pour moi. Et c'est vrai, encore une fois, lorsqu'on débute, c'est une personne qui peut coûter cher. Mais dès que tu as du volume, mais ça fait Et oui, non, mais de toute façon, t'es obligé. Je pense que quand t'en as un ou deux, tu gères toi. Mais dès que tu dépasses les 2, 3, 4, 5, au bout d'un moment, il faut mettre une strate en dessous, sinon tu t'en sors pas, quoi. Ou alors tu fais que ça ta journée, quoi. Bah, voilà. Ce qui te fait péter un câble en IMO, en LCD plutôt, c'est l'humain. Bah, comme dans beaucoup de business d'ailleurs. Mais c'est l'humain. C'est clair. Te fait péter les plombs, en fait. Donc, si tu veux toujours piloter ta boîte, moi, c'est ma vision d'entrepreneur, mais si tu veux piloter ta boîte avec de la clarté, de la lucidité, tu peux pas être en émotionnel. Donc, si tu es dedans, c'est pour ça qu'on dit toujours ne jamais être dans l'opérationnel, et plus je développe Real Life, et plus je me rends compte que je sors de l'opérationnel et qu'on n'a jamais autant fait de chiffres et on n'a jamais autant performé. Parce que quand tu es dedans, tu es dans l'émotionnel, et quand tu es dans l'émotionnel, tu fais des mauvais choix. Et au final, c'est pareil Airbnb. Si tu es trop dans l'émotionnel, parce que y a ça qui te gave, il y a ci qui te gave, bah, tu fais des choix en fonction d'une émotion négative. Et des fois, c'est pas les bons choix. Donc, au final, c'est pas moi qui porte cette charge, c'est cette personne. Donc, elle pète les plombs, mais la personne qui pète les plombs n'a pas à prendre de décision fondamentale. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très, très important. Enfin, avec le recul, là, je parle comme un livre aujourd'hui, mais j'ai pas fait ça les premières années, c'est venu petit à petit. Bien sûr, c'est venu petit à petit. Et je m'en suis vraiment rendu compte. Et là, tu commences à voir que tu performes. Là où plein de gens s'effondrent, toi, tu t'effondres pas. Tu dis, ça fait 6 ans que tu es à temps plein, 12 mois par 12. Bah ouais, et que t'enchaînes. Ah, mais moi, j'ai saturé au bout de 3, j'avais l'impression de concurrencer ma ville. Non, c'est pas que tu concurrences pas ta ville. C'est que tu passes pas le cap entre un particulier qui fait du LCD et toi qui pilotes ton parc comme un chef d'entreprise. Et le jour où tu feras ça, tu verras un vrai gap, parce que tu vas arbitrer correctement, en fait. Mais comme dans une entreprise. Quand tu fais tout, tu es à la compta, tu fais tes coachings, tu es flingué, ensuite tu prépares un challenge, ensuite, mais tu perds ta lucidité, tu vois plus clair, en fait. Tu vois plus clair. Tu vois plus du tout clair. Mais bon, on passe tous par là quand on débute, évidemment, mais c'est vrai qu'il faut essayer de s'en extirper. Et pour moi, c'est encore du mindset. Parce qu'au début, tu dis, mais ça va manger ma renta. Bah ouais, mais moi, je préfère donner 2000 € à cette personne et au début, perdre du cash flow. Et tant pis, je me referai après plus vite, c'est juste une vision, plutôt que de pas les perdre, mais en fait, ça te ralentit. Ça te ralentit drastiquement. Ouais. C'est ma vision de l'entrepreneuriat. Non, mais je suis d'accord avec toi, et c'est marrant parce que du coup, alors là, pas sur l'IMO, mais moi sur mon business, là, ce que tu me dis, ça me parle fortement, parce qu'en ce moment, je suis un peu dans la situation que tu décris, et c'est compliqué pour moi, et bref. Mais c'est une transition qui est toujours difficile. C'est une transition que je dois faire, mais ça me parle beaucoup ce que tu dis. Alors, je sais pas si ça parle beaucoup à mes auditeurs, mais en tout cas, moi, ça me parle.
Et tu sais, on a tous un peu ce syndrome et cette saturation qui arrive un peu dans peu importe ce qu'on fait dans la vie. On s'aperçoit qu'on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et qu'en fait, bah, on est trop dans l'opérationnel et en fait, on réagit, on est des êtres émotionnels, hein, on réagit beaucoup à l'émotion et des fois, on se dit, putain, je comprends pas, ça marche pas. Et en fait, tu perds de lucidité. Être trop enfermé dans quelque chose, tu perds de lucidité. T'as plus, tu vois, t'es plus la tourelle en haut à regarder de façon neutre et pouvoir arbitrer avec de la clairvoyance. Et en fait, Hmm. tu penses faire des économies, en fait, t'en fais pas. T'en fais vraiment pas parce qu'il suffit que tu fasses des bons choix. Tu vois, moi, chez Real Life, j'ai préféré des fois réduire mes marges, des fois préférer être négatif à mes débuts, voire pas gagner d'argent du tout. Hmm. Mais par contre, prendre un chef de pôle, une directrice commerciale, etc. Et là, au bout de 2, 3, 4, 6, 8 mois, tu te dis, mais attends, en fait, maintenant, boum, on vient de faire ça, on vient de faire 100 000, on vient de faire 300 000. J'aurais jamais pu le faire tout seul. Alors, tu dois Hmm. serrer les fesses pendant des fois ta première année de transition, mais si tu as bien fait cette année de transition et que tu as confiance en process, derrière, ça peut Ça va t'ouvrir le faire. Ouais. des portes. Ouais. Mais encore une fois, un peu de sacrifice. Il faut se serrer un peu la ceinture. Bon, écoute, Steven, on a déjà dépassé l'heure d'interview. Alors, je ne vais pas forcément arrêter maintenant parce que je trouve, enfin, Ouais, dans les sondages que je fais à mon audience, il y en a certains qui me disent ah, t'es pas obligé de couper au bout d'une heure quand c'est intéressant, on a envie que ça continue. Donc, je vais faire durer le plaisir encore quelques minutes. Après, là, c'est plus une contrainte de planning de mon côté qui va faire que je pourrais pas durer 2 heures non plus. Mais j'ai encore deux grandes questions à te poser. Alors, je vais te poser une question un petit peu que je pose maintenant à la fin. Je vais te poser 5 questions où tu vas me répondre rapidement. Mais avant ça, j'ai juste quand même envie, c'est par curiosité, je pense que ça va aussi intéresser mon audience qui ne me suit pas que pour l'IMO. Qu'est-ce que tu as d'autre comme actif dans ton patrimoine? Est-ce que tu as full IMO? Est-ce que tu fais un peu de bourse, de crypto, des CPI, de choses comme ça? ouais, bonne question. Alors moi, je suis à 99,9% IMO. Ok, IMO physique classique, ouais. IMO Pas monté physique. LCD. Ouais, Ouais. non, j'ai pas de crypto, enfin, ou 400 balles, quoi, parce que je maîtrise pas, tout simplement. Je dis pas que c'est bien, pas bien. J'aimerais bien pouvoir y mettre T'as plus, pas creusé le sujet. mais moi, je préconise, alors que je n'en fais pas, mais on m'a toujours enseigné ça, mets 5% dans les actifs les plus volatiles de ce que tu es prêt à perdre. Aujourd'hui, je le fais même pas parce que j'y connais rien. Et aller sur un secteur où je suis pas bon, aujourd'hui, moi, c'est quelque chose que je fais pas. Hmm. Donc je fais pas de crypto. Bourse, j'ai un petit peu fait, mais en toute transparence avec toi, la dernière fois que j'ai dû placer en bourse, c'était il y a 3 ans. Parce qu'en fait, c'est à mes débuts, quand tu te cherches, tu as envie de te lancer. L'IMO, ça va pas assez vite, donc tu commences à jouer à la bourse et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça me ralentit plus qu'autre chose parce que je perds un effet de levier monstrueux. Donc j'ai peut-être, je sais pas, 5 ou 7 000 balles en bourse, tu vois, mais que dalle. Et c'est tout. Sinon, j'ai vraiment tout en IMO. Ok, Et tout en IMO. quoi. Mais en termes de placement financier, c'est tout en IMO. En bourse, tu as fait quoi? Tu as fait du stock picking, des ETF? Alors là, franchement, action et ça tourne, dividende. Action Stock et dividende. picking, ok. C'est tout. Ouais, tu vois, j'ai même pas le terme. C'est pour te dire. Et, non, je suis pas bon. C'est pas mon rayon. C'est pas mon rayon. Ok, Je suis formé un petit peu en bourse. J'apprécie ça. Mais tu vois, bah, entre l'IMO et puis développement de l'entreprise, bah, je me t'as pas suis le focalisé temps. là-dessus. Et puis, bah, pas le temps de me former. Et je te dis, moi, je préfère pas y aller. Parce qu'après, souvent, je trouve que c'est aussi un syndrome. Des fois, les gens veulent tout faire. Mais en fait, tu fais rien de bien. Moi, je préfère faire moins. Peut-être que je loupe des très belles Hmm. occasions, des très bons comptes crypto. C'était le bull run et tout. Mais j'ai pas de regrets, je maîtrise pas. Et peut-être qu'à côté de ça, j'aurais pas signé Hmm. il fait 100 000 euros de bénéf à l'année, tu vois. Et puis c'est le jeu, en fait. Moi Après, moi, là, forcément, là, t'éveilles mon côté conseiller financier et oui, diversification. Donc, moi, forcément, je te dirais au moins creuse le sujet des ETF parce que c'est quelque chose qui ne demande pas de temps. Tu suis juste la perte du marché. Et tu vois, quelqu'un comme toi qui n'a pas le temps et tout, le stock picking, clairement, je déconseillerais. Mais les ETF, ça peut être une solution. Une idée, en tout cas, pour creuser ETF indiciel, au-dessus d'indices larges. Et je crois que d'ailleurs qu'on en avait parlé dans ton épisode où tu ouais, m'as non, interviewé, mais je bien crois. sûr, on en a parlé. Je connais les mots, tout ça, je sais ce que c'est, mais c'est vrai que je prends pas le time de le faire, très clair. Ouais. Après, voilà, hein, il faut que tu te sentes aussi. Il ne faut pas que tu le fasses par obligation ou par vite. Il faut que tu en aies envie et que tu prennes le temps de le faire. Et ça C'est viendra ça. un jour. Non, mais la bourse, ça reviendra bientôt, je pense. Ça reviendra Ça bientôt. marche. Pour terminer, Steven, je vais te poser 5-6 petites questions où le but, là, c'est que tu me dises rapidement, enfin, tu me répondes en gros rapidement, en allez, 30 secondes ou même juste un oui ou un non. Si, Qu'est-ce que tu dirais Ouais, je, dis-moi. je te coupe parce que je pense à ça, mais je le dis pas souvent parce que j'y pense pas, mais là j'y pense. J'ai aussi beaucoup d'argent de placé, d'investi dans une de mes plus grandes passions d'enfance, les Pokémon. Je suis un Ah, ben ça, c'est très grand super fan intéressant, ça. de gradés, mais je parle plus de 50, 100 000 euros.
Ok, ah ouais. Donc c'est vrai que c'est marrant en termes de construction de la pyramide patrimoniale, tu as IMO et boum, l'exotique à fond. En fait, j'ai beaucoup Après, de si c'est ta vie passion et que tu connais, trop bien. là-dessus. Alors aujourd'hui, je le fais pas comme ça, mais tu vois, depuis très longtemps, je le fais. J'ai des items extrêmement rares, scellés, des choses qui datent des années 90, Hmm. des choses qui aujourd'hui, voilà, des produits. Je m'amuse pas à acheter, machin, j'ai pas le temps de faire ça. Aujourd'hui, je fais pas, Hmm. ou je vais acheter 3-4 fois par an des items bien précis de collection, je sais qu'ils se valorisent. Mais ça, c'est vrai que j'en fais parce que ça, j'adore. Mais c'est pas Ok, non, rentable. mais intéressant. J'ai dépensé de l'argent à les placer, mais à rapporter rien. Donc, c'est pour ça que souvent, je me Ouais, suis. ça rapporte rien, mais après, si ça prend de la valeur et tout ça, bah, le jour où tu arbitres, tu récupères du cash, hein. Et puis, je suis pas certain que tu sois imposé à la flat tax quand tu revends une carte Pokémon, quoi. Je sais pas, non? Je pense pas, mais de toute façon, je ne cite jamais vraiment, parce que du moins aujourd'hui, je le fais tellement plus par passion que Ouais, je tu fais pas par. Ouais. en fait. Ah, mais Donc, c'est trop bien, c'est intéressant. les placements sont des placements, mais je sais que Ouais, si j'ai il faut alors vraiment qu'on fasse un épisode sur les cartes Pokémon alors. J'en ai jamais fait, tu vois. ouais, j'ai ça, après tu mets ça en banque, évidemment, parce que c'est des valeurs absolument stratosphériques, mais ouais, il doit y avoir Hmm. entre 50 et 100 millions, je pense. Ouais, c'est intéressant. Bon, t'es prêt pour le Allez, petit test final? Ok. Quelle est la plus grosse erreur IMO que tu aies faite? euh, de mettre trop de temps à me lancer, Ok. Quel est ton contenu préféré qui a pu t'aider en IMO ou en finance? Ça peut être livre, podcast, YouTube, chaîne YouTube, peu importe. sans hésiter, livre, sans hésiter. Livre? T'en as un ou deux à conseiller? Père riche, père pauvre, l'autoroute du millionnaire. Katako Toltec. Moi, je Ok. considère que c'est mon mindset qui m'a fait réussir en IMO, pas la fiscale. Yes. Si aujourd'hui tu repars de zéro et que tu as seulement 1 000 euros, quelle est ta première action pour te lancer? Me former. Yes. Si tu devais, bon, dernière question, bon, je pense que je connais un peu la réponse du coup maintenant qu'on connaît dans ton profil, mais si tu devais garder un seul actif toute ta vie, lequel ce serait? Que je possède déjà. Non, pas forcément. Ah, pas forcément, bah, l'IMO, automatiquement. Et ouais, donc celle-là a été un peu facile pour ça. Oui, je dirais même si tu veux faire une sous-question, dans mon IMO, qu'est-ce que je garderais mes logements atypiques. Tes logements typiques, ok. Ouais, c'était plutôt ça la question qui était pertinente pour toi. On n'a pas été au bout des choses, mais c'est vrai qu'après, on a commencé l'atypique avec les grottes troglodytes, etc. Et on est sur Bon, du. bah, il y aura de quoi faire un épisode 2 entre les cartes Pokémon et l'investissement IMO atypique, on aura de quoi dire. D'ailleurs, dites-moi en commentaire hein, si vous souhaitez un épisode 2, demandez-moi, comme ça vous me dites bah, dans quoi vous Ah, voulez qu'on creuse, comme ça l'atypique on pourra entre s'en programmer un. mes suites Indiana Jones, mes Troglo. Là, on est en train de sortir deux nouvelles suites Troglo. On est en train de construire un parc aussi dans une forêt avec des cabanes. Enfin, ouais, laisse tomber. Les élèves, Maroum, tout ce que tu veux. L'aventure, là, on est en plein dedans, hein. Trop bien. Dis-moi, Steven, du coup, pour terminer, est-ce que tu peux nous dire, ou bah alors déjà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter qui te paraît pertinent sur le sujet de l'interview? Bah écoute, non, c'était très sympa. Merci beaucoup pour l'invite. Après, Avec voilà, plaisir. j'ai un petit dernier conseil, entre guillemets, pour ton audience. Négligez pas ce que vous avez entre les deux oreilles. Pour moi, c'est ce qui fait Mhm. la grande différence. C'est pas de travailler dur. Je connais beaucoup de gens qui travaillent dur, mais sans cerveau, et malheureusement, ça porte pas ses fruits. C'est injuste, mais la vie est injuste. Travaillez dur, intelligemment. Faites attention à vos réflexions, à vos émotions, à ce que vous pensez, vous êtes ce que vous pensez. Câblez-vous et ensuite bossez sans relâche. Bossez sans relâche et franchement, vous pouvez tout faire dans la vie. Vous pouvez vraiment tout faire, mais il faut être bien câblé. Ça, c'est fondamental. Pour moi, c'est mon point de vue. Mhm. Si je peux me permettre, j'ajoute un petit truc. Moi, un truc que j'entends pas beaucoup parler quand on parle de mindset, mais c'est quelque chose qui me caractérise et que je trouve que c'est très important, c'est la curiosité. Moi, je pense que être et rester curieux, c'est une des qualités ou des caractéristiques fondamentales d'un investisseur. Et je pense que voilà, rester Passion, curieux, ça reste important. chercher, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que moi je plaide aussi toujours range ton ego, mais ça va avec la curiosité. Sois curieux d'aller voir ce qui se fait, qui performe mieux que toi, pourquoi. En fait, va Mhm. avec la bonne curiosité, pas la curiosité du jaloux, va avec la bonne. Malsaine, ouais. Tu vois, voir ce qui se fait. Il y a des gens qui s'y performent plus que toi. Et puis, c'est cool. Qu'est-ce que tu peux apprendre et je pense que Mhm. si tu abordes tout ton apprentissage dans la vie, que ça soit même lire un livre, regarder une vidéo, avec le bon côté de la chose, pas en vilaine jalousie, tu vois, mais vraiment, en mode, bah, lui, il a compris un truc que j'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est? Il faut. Mhm. Moi, je pense que c'est ce qui a fait aussi une grosse différence dans mon parcours, c'est que quand je voyais des gens réussir,
Ah, mais je l'aime pas, c'est un con. Oui, mais peut-être c'est un con dans sa personnalité, mais peut-être tu peux pas y enlever qu'il a réussi quelque part où toi t'as pas. Et donc, ouais, qu'est-ce que je peux lui prendre d'intéressant dans son Qu'est-ce que je peux parcours? faire 5%? Moi, je dis toujours, j'ai lu plein de livres. Surtout mes 2 premières années, j'ai dû en sécher une centaine. Et moi, je dis toujours, à la fin, ça se radote beaucoup, mais tu as toujours Hmm. entre 0 et 5% à prendre dans un livre. Mais c'est les 5% qui peuvent changer. C'est pareil chez les humains. Tu regardes, il y a forcément quelque chose où il a compris, il fait plus d'argent que toi peut-être, où il est plus heureux, où il est plus libre, ou peu importe ce que tu cherches. Il a compris quelque chose que tu n'as pas compris. Même si c'est un caractère et un système de pensée que tu n'aimes pas, il a forcément quelque chose. Sois curieux d'aller voir de façon saine, comme tu le dis très justement, et tu vas apprendre des choses. Il faut que tu sois libre et vierge d'ouverture d'esprit. Sinon, t'es fini. Si t'arrives avec tes croyances, t'es mort. Hmm. Et pour moi, t'es fini. Et tu vois, moi qui ai fait de longues études, je sais pas si tu l'as déjà remarqué avec peut-être les personnes que tu accompagnes, mais il y a toujours ceux qui sont sauvables et ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont coachables et ceux qui ne le sont pas. Et je me suis rendu compte que plus le niveau d'études de la personne est élevé, plus il est très difficilement coachable. Parce qu'on a la sensation d'être. On a l'ego qui prend le dessus, on a la sensation d'être plus intelligent. Hmm. Donc, t'as rien à m'apprendre, moi je connais tout, blablabla. Bla, bla, bla. Et en fait, pour moi, c'est la pire des choses. J'ai Hmm. vu moi, des gars partir de rien, mais du coup qui était extrêmement ouvert, faire des choses où 2 médecins n'auront jamais réussi à le faire. Parce que pour moi, ce qui fait la différence, c'est là-haut. En fait. C'est là-haut. Parce qu'ils auraient pu faire des merveilles au financier avec le Caliperté, et finalement, ils se sont fait rattraper par un gars qui a fait un CAP maçonnerie, et je le dénigre surtout pas parce qu'il a fait des choses extraordinaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on me demande les études, ce que t'en penses, on va pas rentrer dans ce débat, c'est pas que c'est bon, c'est nul, mais faites attention à que ça ne devienne pas votre pire ennemi, en fait. Parce Ouais, que ouais, que ça gonfle pas trop l'ego, quoi. gonfle l'ego en fait, gonfle la tête, gonfle le raisonnement, c'est bien de raisonner vite, je le vois, voilà, sur plein de choses, je vais très vite, ça Hmm. va très vite, mais faites attention à pas prendre le mauvais côté qui va avec, Hmm. parce que tu peux exceller dans quelque chose et être extrêmement mauvais dans quelque chose d'autre. Regarde, je suis pas trop mal en IMO, et je connais rien en bourse, tu vois, tu m'as dit 2 mots, Steve Picking, je connais pas. Bah, faut apprendre. C'est ok, tu connais pas, très bien. Il faut aller chercher les bons, les meilleurs, qu'est-ce qu'ils font, et il faut être une page blanche, parce que sinon, t'es mal barré. Hmm. Mais tu tireras pas loin. C'est ce qui fait la différence, je Yes. pense. Bah écoute, merci Steven en tout cas pour tout ça. Franchement, c'était un super épisode. J'ai trouvé ça vraiment génial. Est-ce que pour terminer, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on te retrouve pour les gens qui veulent te suivre, voir ce que tu racontes? Principalement, sur Instagram et YouTube, Real Life by Steven. Voilà, tout simplement. La vraie vie selon Ok, moi, 10 ans. Et puis voilà, juste sur Insta et YouTube, c'est les deux plateformes qu'on utilise le plus. yes. Et puis du coup, il y aura certainement une interview de moi qui sortira à peu près pas Et loin YouTube aussi, de celle-ci. chaîne YouTube, et puis on enchaînera peut-être la tienne, on va voir comment on sort ça. Mais Ouais, c'était d'ailleurs aussi un super épisode que j'ai fait chez toi, donc je vous invite à découvrir son podcast qui est très bien. Et il y a de très beaux invités que j'ai croisés d'ailleurs quand je suis monté à Paris. Je me suis retrouvé à croiser l'invité que tu avais avant que je connaissais très bien et d'ailleurs qui va passer bientôt sur le podcast. il y a vraiment de bons guests qui sont venus, et puis il y en a encore plein à venir. On a beaucoup d'épisodes de fait là, donc non, ça va être sympa. Ça va être sympa. Yes. Bon, de toute façon, je mettrai tout ça dans le lien de description. Ouais, Merci d'accord. beaucoup, Steven, pour ton temps, Oui, pour toute la valeur merci que tu nous as apportée. pour ton invitation, ça me fait toujours plaisir. Et puis j'espère qu'on aura bien nourri ton audience. Ben, je l'espère aussi. Puis voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez trouvé. Profitez-en aussi, petit appel à l'action pour vous abonner si vous voulez être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Mettez un petit like et le petit commentaire de référencement et pour nous dire qu'est-ce que vous avez aimé dans l'épisode et qu'est-ce que vous aimeriez voir si vous voulez faire qu'on fasse un épisode 2. Abonnez-vous. À bientôt, Steven. Ciao, Ciao. ciao. Merci beaucoup, Thomas. Ciao, ciao.